Pourquoi il veut pas tweeter? Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on est sur Acropolis. Mais pourquoi il veut pas tweeter? J'arrive pas à tweeter le tweet au niveau du Twitter. Quel bordel. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que mon téléphone portable qui ne veut pas tweeter. Bonjour, soyez les bienvenus. Tout ça pour changer de téléphone quoi. L'excuse à 2 balles. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je te ferai un tuto Twitter. Mais non, mais... C'est pas facile à dire ça, tuto Twitter. Échec de l'envoi du tweet. Fimat qui vient de se resub. Merci beaucoup Fimat pour ton 3e mois consécutif de sub à Acropolis. Bon, moi je voulais tweeter au début, hein. Moi je voulais juste informer Twitter que je faisais un stream. Ils veulent pas, écoute, hein, moi il y a un moment ça va. J'espère que vous allez bien. Bonjour Sylvain en régie, comment tu vas Sylvain en régie? Bonjour Jean, comment vas-tu? Moi ça va, et toi? Eh ben écoute, ça va très bien, Sylvain qui est accompagné d'Adrien et Raphaël aujourd'hui. Voilà. Parce que Sylvain, s'il n'est pas accompagné, il arrive à rien. Bonjour à toutes et à tous, en tout cas, soyez les bienvenus. On est le 3 avril 2018, il est très exactement 14h30 et on va commenter ensemble la question de la séance de l'actualité au gouvernement, non, la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui va commencer dans une demi-heure. Voilà. La régie se met en grève. La régie se met en grève, elle aussi, merde, on n'est pas dans la merde. Bonjour en tout cas à toutes et à tous. J'attends le retour du respect avant de te refaire apparaître à l'écran. Le retour du respect. Ah, tu m'as supprimé de l'écran carrément. Voilà. Ah oui d'accord, c'est ça la grève de la régie. C'est ça. Et bah... Comment on fait pour casser une grève déjà? On présente ses excuses. Non, non alors ça sûrement pas. Y a pas dans la loi un truc sur le service minimum, mon cul, là, un truc comme quoi la régie est obligée. Acropolis est-il un service public? Service d'intérêt général mais pas service public. Bon, désolé Sylvain, excuse, veuillez accepter. Ah voilà, merci beaucoup. Merci au petit personnel qui permet à cette entreprise de fonctionner. Merci beaucoup Sylvain. C'est le bordel. Bonjour à toutes et à tous en tout cas. Salut Parmentier, salut Loustic, salut Jarrier, salut Xan, salut Charles, salut Arcturus, salut Fanny, salut Ajax. Salut Salnemar, salut Parmentier, bonjour à toutes et à tous, salut Fanny, salut Roman, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, voilà. Voilà. Bah, une fois que j'ai dit ça, j'ai un peu tout dit quoi. Comment ça va vous? Comment ça va par chez vous? Est-ce que vous faites grève? Est-ce que vous faites pas grève? Est-ce que vous êtes bloqué par les trains? Est-ce que c'est le bordel dans votre fac? Ou est-ce que vous êtes au chômage comme d'habitude et donc du coup ça change rien pour vous? Ah là là. J'ai tweeté le live mon petit Jean. Merci beaucoup Loustic. Bah, moi j'y arrive pas. Voilà. On arrive à un moment où je n'arrive plus à tweeter. C'est-à-dire qu'il y a un moment, même Twitter me dit arrête tes conneries. C'est dingue quand même. Je réessaye hein, dans le doute. Non, non, il veut pas. Il veut pas. J'ai dû me faire pirater mon compte, je sais pas. Il y a un problème global de connexion des téléphones en fait, j'ai l'impression. Mais tu veux dire ici là? T'es au wifi là? T'es sur le wifi? Ouais, je suis sur le wifi, ouais. Enlève le wifi. Bah, j'ai essayé, mais on n'a pas beaucoup de réseau, on est en sous-sol. Oui, parce qu'en fait, Acropolis est dans une cave, pour ceux qui ne le savent pas. On est dans Qui n'est pas la cave de son immeuble. Qui n'est pas la cave de mon immeuble, mais on est dans un sous-sol, à côté de cuisine d'un restaurant et du local poubelle. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. Ça refonctionne, c'est bon. Ça refonctionne? Non mais... En désactivant et réactivant le wifi, ça revient. Bah j'ai essayé, mais non, non, moi définitivement, on est sur un refus. On est sur un refus de Twitter. Bon, on s'en fout pas mal, hein. Jean nous fait du Macron, il dit bonjour à toutes et à tous. Ah, bonjour à toutes et tous. Toutes et tous. Attends, il dit comment Macron? Il dit toutes et tous. Hollande, il disait la France elle est belle, la France elle est grande. Et Macron, il dit bonjour à toutes et tous. Moi, je voulais aller manifester, mais dans ma fac, pas de train, le sketch. Ah putain, c'est con ça. Je me souviens quand j'étais étudiant, il y avait il y avait des discussions en assemblée générale étudiante pour que les camarades cheminots grévistes fassent quand même rouler des trains pour permettre aux manifestants d'aller en manif. C'était très drôle. C'était une espèce de service minimum de gauche, tu sais, juste pour emmener les mecs de la fac de Nanterre par le RER jusqu'à Saint-Lazare. C'était complètement débile. C'était trop drôle. Moi, je suis bloqué par les trains parce que ma première gare est à 10 km. Ah merde. Les vaches d'en face font grève et même les mouettes ont l'air de râler. Ont l'air de râler plus que d'habitude. Ah désolé Charles, c'est terrible. C'est terrible ce qui t'arrive. Donc voilà. Moi je voulais aller manifester mais j'aime pas les merguez. Ah merde. Ah oui ça c'est terrible. C'est terrible ça. Est-ce qu'ils font des merguez vegan les camarades de la CGT? Je sais pas. Seulement les Parisiens. Peut-on être à la CGT et parisien en même temps? Bah évidemment, pourquoi tu dis ça? Bah s'il y a des merguez vegan. Ah ouais sur sur les merguez vegan? Non je sais pas.
Le conducteur de train nous avait souhaité une bonne fête de l'humain en 2011. C'est génial. La station de ski ne fait pas grève et la neige non plus d'ailleurs. Salut Fanny. Fanny qui est au ski. Et bah profite bien du ski. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont en vacances d'ailleurs. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien, reposez-vous bien, mais continuez à suivre l'actualité parce qu'il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses en ce moment, mine de rien. Les grèves m'ont fait arriver en retard à un TD noté ce matin, mais soutien aux cheminots quand même. Ah, putain, c'est beau. C'est beau cette abnégation à Hellénois, pardon. Euh, Non mais continuez dans le chat à me dire comment ça se passe pour vous la grève, comment vous la vivez, est-ce que vous y participez? Il y a peut-être d'ailleurs des cheminots grévistes qui regardent Acropolis. N'hésitez pas à nous dire, si vous faites grève, etc. Il n'y a pas que les cheminots d'ailleurs, puisqu'on va en parler évidemment pendant cette séance. Mais merci Velneia pour ton resub pour le troisième mois super consécutif, pardon. Merci beaucoup à toi pour ton soutien. Répète après moi une bonne fois pour toutes. Velania. Velania, j'ai dit quoi? Velnia, c'est ça? Velnaya. Velnaya, Velania. Velania. Merci Qui a Velania. fait un magnifique véhicule pour le C'est FFS. Velania qui a fait le skin de la voiture de Trackmania qu'on utilisera ce soir pour le FFS, puisque je vous rappelle que ce soir à partir de 21 h en direct sur Acropolis, on participe au Fight for Sub de Zerator et on va remporter le Fight for Sub. Évidemment, tout est prévu, tout est calculé, c'est de la télé, tout est truqué. Comme le mois dernier en fait. Comme le mois dernier, voilà, on va remporter le FFS dans la catégorie citoyenneté Et démocratie. et démocratie. Donc venez ce soir, on va passer une bonne soirée, ça va être rigolo. Ça va être rigolol. Je suis au bureau à la Défense, j'ai pas ressenti la grève du tout pour être honnête. Mais du coup, tu vas comment au bureau? Parce qu'à la Défense, tu vas par le RER A? Il est perturbé ou pas le RER? Je me rends pas compte. Oui. Je confirme qu'il est très perturbé, surtout le D. Non, mais justement, c'est le RER A, celui de la Défense. Oui. Et le RER A, il y a une mien, c'est le interconnexion. RER D, donc je m'intéresse au mien. Je suis parisien. Bon, après tout. bref, on s'en fout. Mais le A est perturbé, il y en a un sur deux, je crois. D'accord. Ah, c'est ce soir, c'est pas gagné. Bien sûr que c'est gagné à l'Auvergnat, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, toutes les chaînes de citoyenneté et de démocratie s'abonnent à Acropolis. Non, non, toutes les chaînes Twitch sans exception. Avec Kenny, avec Lutti, avec, avec Zerator. Moi je veux les abonnements de tout le monde. Le but c'est de finir la course. Oh là là, vous êtes méchants, vous êtes méchants. Et demain, MV sera modérateur d'Acropolis. Et demain, Mister MV sera modérateur d'Acropolis, absolument. Et croyez-moi, ça va chier des bulles. On dirait les grosses boîtes numéro 1 de l'informatique sous les contrats de développement un dimanche 13 dans la catégorie réseau. Oh, j'ai rien compris à ce que t'as dit, Titan. Ah, Acropolis, on dirait les grosses boîtes numéro 1 de l'informatique. Ah non, non, mais je crois que tu connais mal Acropolis. Hein. On est vraiment dans un sous-sol à côté du local poubelle. Hein. Faut arrêter. La Startup Nation, ça n'existe pas. T'as un truc à dire, Adrien? Ah, vous travaillez, pardon, excusez-moi, je vous laisse faire. Non, mais je sais pas, je voyais Adrien qui me regardait avec des grands yeux. Je croyais qu'il avait un truc à me dire. Voilà, donc bref. Indépendamment du fait que ce soir c'est le FFS qu'on va gagner, on a quand même 2-3 trucs à se dire avant que commence la séance de questions d'actualité au gouvernement, puisque dans l'actualité, il s'est passé 2-3 choses. Il s'est passé 2-3 choses, et évidemment la première actualité, quand même, on va pas en faire l'économie, c'est la grève, c'est cette fameuse grève, le début d'un peut-être printemps social de contestation contre Emmanuel Macron, contre le gouvernement d'Édouard Philippe et contre un certain nombre de réformes qui sont portées par le gouvernement et soutenues par la majorité En Marche à l'Assemblée nationale. On va en parler après avoir remercié Pouix pour son resub. Merci Pouix pour ton resub à Acropolis, merci beaucoup. Réforme du rail, la SNCF. Réforme d'Air France. Grève à Air France. Réforme de l'entrée à l'université, de l'orientation, etc. Réforme de l'assurance chômage. Réforme de la formation professionnelle. Réforme du baccalauréat. Qu'est-ce qu'il dit? Réforme de la justice, absolument. Voilà. Le gouvernement, mais ça vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé sur Acropolis, le gouvernement sous l'impulsion d'Emmanuel Macron a l'intention de maintenir un rythme de réforme assez élevé. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, ils le maintiennent. Emmanuel Macron l'a répété, je maintiendrai le cap, etc. Et donc ils veulent aller vite, ils veulent continuer à transformer le pays conformément à ce qu'a promis le candidat Emmanuel Macron pendant la présidentielle. Et il veut continuer à avancer. Mais voilà, il y a de plus en plus de mouvements, de contestations, de grognes qui vont peut-être se coaguler ou pas, j'en sais rien, on verra bien. Mais cette semaine, la semaine de ce début d'avril, de ce début de printemps, eh ben, c'est un peu la semaine de tous les dangers pour le gouvernement. On va voir si c'est le début voilà, c'est ça, d'une
d'une convergence des luttes vers un mouvement de refus global et syndical de la politique menée par le gouvernement, ou est-ce qu'à l'inverse, ce sera comme à l'automne dernier et que la contestation ne prendra pas et que ça ne marchera pas. On verra bien. En tout cas, je suis à peu près persuadé qu'ils vont en parler pendant la séance de questions d'actualité au gouvernement. Donc voilà. À mon avis, c'est dans les têtes de tout le monde cette semaine, une semaine de mobilisation. Semaine de mobilisation qui commence à essaimer aussi dans les universités, les facs qui sont de plus en plus nombreuses à être perturbées, bloquées, mobilisées, utilisez le mot que vous voulez, mais en tout cas, le mouvement étudiant commence à prendre de l'ampleur petit à petit. Il faut reconnaître que ce qui s'est passé il y a 10 jours je crois, avec à la fac de Montpellier, à savoir un tabassage en règle d'étudiants bloqueurs, a remis de l'huile sur le feu et a mobilisé quand même des étudiants qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Donc voilà, un mouvement dans les facs qui commence à prendre de l'ampleur, des facs bloquées, des assemblées générales de plus en plus nombreuses. On verra. On verra, on verra, on verra. Il est violent, Moubot, même de mon point de vue. Ah, Moubot, il a encore fait des siennes. Ah, Moubot, il aime pas quand on met des liens. Mobot, il est colère. Voilà, il n'y a pas les éboueurs qui font grève aussi. Si, effectivement, Nanoui, tu as raison, je l'ai oublié, mais il y a également un début de mouvement parmi les éboueurs, tu as raison. Ouais, ouais, ouais. Dans plusieurs villes d'ailleurs, peut-être qu'on en entendra parler pendant les questions au gouvernement. Donc voilà, sachant que, comme le rappelle Azuric dans le chat, et il a raison, c'est les 50 ans de mai 68. Un demi-siècle après mai 68, est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau printemps, printemps social, printemps de contestation, un nouveau monde, tout ça, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Voilà, à garder en tête ce mouvement social qui va à mon avis faire l'objet de plusieurs questions au gouvernement. L'autre actualité importante, c'est la fin de la trêve hivernale qui a pris fin le 31 mars dernier, donc à l'occasion de la fin de l'hiver et le début du printemps. C'est la fin de la trêve hivernale. Vous savez que la trêve hivernale, c'est cette période de l'année pendant laquelle les expulsions ne sont pas possibles pour les personnes, comment dire, pour les mal logés. Et donc se pose la question, mais c'est une question qui avait déjà été soulevée par Marie-Georges Buffet à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une séance de questions d'actualité au gouvernement sur la fin de la trêve hivernale et ce que prévoit le gouvernement pour éviter d'avoir recours à des expulsions. Il y a une autre expulsion qui traîne un petit peu dans les têtes de tout le monde et dans l'esprit de tout le monde, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des négociations en cours qui ont l'air de s'envenimer un petit peu, mais peut-être que cette séance d'aujourd'hui pourrait être l'occasion pour des députés de demander au gouvernement où est-ce qu'on en est à Notre-Dame-des-Landes, où est-ce qu'on en est de la négociation. Y aura-t-il ou pas une expulsion des zadistes. Voilà, on verra bien. Bonjour Jean, Sylvain, les gens en régie, les modos et les gens du chat. Je prends la route pour Poitiers, je compte sur vous pour venir m'éveiller, pour me tenir éveillé pendant le trajet. À demain pour les QAG et la libre antenne de jeudi. Bis à Apéropolis 14, le 14 à Nantes. Merci beaucoup Perceval, à toi. Merci beaucoup et bonne route vers Poitiers. Dans l'actu, il y a eu une manif à Nantes pour dénoncer les expulsions de migrants et la circulaire Colomb, pardon. Ah putain, il y a une manif à Nantes sur ce sujet-là? Ah, je savais pas. Je ne savais pas. Ah bah putain, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça aussi, la circulaire Colomb, qui elle aussi vient nourrir la contestation. Après le refus d'obstacles de Notre-Dame-des-Landes, est-ce que Macron peut se permettre de reculer face aux cheminots? Mais c'est toute la question, c'est toute la question. Jusqu'à présent, les éléments de langage du gouvernement sont clairs, on ne recule pas, on négocie, on discute avec les cheminots, et on a recours aux ordonnances que sur les points de blocage, etc. À mon avis, on devrait entendre Elisabeth Borne, la ministre des Transports, nous redire ça cet après-midi, mais on verra, hein. Peut-être que à l'occasion de la séance de questions d'actualité au gouvernement, le Premier ministre ou la ministre des Transports vont commencer à esquisser une sortie de crise en lâchant du lest, en acceptant de ne pas revenir sur le statut des cheminots, etc. On verra, hein. On verra, on verra, on verra. Je continue dans les trucs d'actualité. Il y a un conflit diplomatique, putain les mots sont forts. Il y a une vexation diplomatique entre la France et l'Italie suite à une sombre histoire d'intervention policière française au-delà de la frontière. En gros, des policiers français, tout ce qu'il y a de plus français, seraient intervenus sur le territoire italien, auraient franchi la frontière dans le cadre d'une opération de lutte contre des sans-papiers. Et apparemment ça énerve beaucoup l'Italie. Évidemment les pays aiment pas du tout
tout quand, enfin même pas du tout, c'est même plus qu'ils aiment pas du tout, c'est qu'en principe c'est illégal au sens du droit international. Les policiers français interviennent en France et ils n'ont pas le droit de franchir la frontière pour intervenir de l'autre côté de la frontière, sauf accord transfrontalier particulier. Mais là en tout cas voilà, il y a un début de colère entre l'Italie et la France, on est à une mini crise diplomatique, alors que Grand Froid se resub, merci beaucoup Grand Froid pour ce resub pour ton deuxième mois consécutif. Et merci pour ton soutien. Donc voilà. Mon resub ne se partage pas, mais Twitch est tout cassé, c'est pas possible. Mais vous inquiétez pas, ça prend du temps, les choses prennent du temps. Il y a des grèves, c'est un peu bloqué, ça prend du temps, mais ça finit toujours par se réchauffer. Il semblerait que mon pavé question n'ait pas passé, dois-je l'envoyer en MP? Ah, c'est toi qui as été victime de Moobot? Ouais, bah envoie en MP si tu veux. Euh, Dans le reste de l'actualité, un truc important qu'il faut qu'on garde en tête aussi, c'est demain, a priori, moi de ce que j'ai compris, Édouard Philippe, le Premier ministre, prendra la parole demain, le 4 avril, pour rendre sa copie sur la réforme institutionnelle. Vous savez qu'Emmanuel Macron veut, et c'est dans les cartons, veut réformer les institutions de la 5ème République. On en a déjà eu l'occasion d'en parler sur Acropolis, avec une dose de proportionnelle, avec une réduction du nombre de sénateurs et de députés, avec une modification du droit d'amendement des députés, avec un toilettage de la constitution de la 5ème République plus ou moins profond. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, il y a des discussions qui ont lieu depuis 6 mois à 1 an entre le gouvernement et les présidents des chambres du Parlement, donc notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà, après moult mois de discussions dans les coulisses, a priori le gouvernement devrait sortir sa copie demain, donc on en saura plus demain sur ce que veut faire le gouvernement sur cette fameuse dose de proportionnelle, etc. Je vous propose qu'on en reparle à ce moment-là. Voilà, et la dernière chose importante que j'avais notée dans l'actualité, c'est ce qui s'est passé à Gaza il y a quelques jours seulement, où à l'occasion d'une manifestation à Gaza, il y a eu des heurts et des soldats israéliens ont ouvert le feu, et il y a plus d'une dizaine de morts, ce qui comment dire, recrée de la tension internationale et diplomatique sur la situation israélo-palestinienne, et Israël est un petit peu isolé et sous le feu des critiques, si je puis me permettre l'expression, sur la scène internationale, même si l'ONU n'arrive pas à faire adopter une position commune à ses membres sur ce qui s'est passé précisément. Et ben voilà, coup de projecteur sur la situation israélo-palestinienne et la politique de Benjamin Netanyahou qui a de moins en moins de soutien sur la scène internationale. Voilà. En même temps, Jésus-Christ n'a jamais existé finalement d'après les dernières publis scientifiques. Qu'est-ce que tu racontes, Grand Froid? à quel moment on parle de Jésus-Christ? Comment ça se passe? Je sais pas. Euh, Donc voilà, donc ça c'était un petit peu pour l'actualité. Après sur des choses un petit peu plus légères, il y a Adrien Quatennens, le député insoumis, qui a joué de la guitare en direct chez Thierry Ardisson, chez Salut les Terriens. Je sais pas si vous avez vu l'émission. Mais voilà, ça a fait réagir, slash jaser, slash pas réagir du tout, les gens sur internet. Mais voilà, un député qui pousse la chansonnette en direct à la télévision. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si c'était un député En Marche, qu'est-ce qu'on en penserait? Est-ce que ça change votre point de vue, que ce soit Adrien Quatennens qui ait fait ça ou pas? Voilà, faut lire le chat, on parlait de Pâques. Ah Pâques, ah là là, vous aviez un débat sur Pâques. Jésus a bel et bien rencontré, puis lui et moi nous sommes rencontrés Kappa. Osef, ah bon d'accord, bon ça a le mérite d'être clair, Osef, bah écoutez, n'en parlons pas plus alors. Et il y a Mounir Majoubi, le pauvre, le ministre du numérique, qui a eu une pancréatite. Voilà, sachez qu'il est à l'hôpital, qu'a priori c'est pas grave, mais qu'il est quand même empêché pendant quelques jours. Pareil, si vous avez le droit de vous en foutre complètement, mais je l'ai noté dans les points d'actualité. Je suis pas sûr qu'on parlerait des heurts si 15 Français ou autres citoyens étaient tués dans une manif. Bah bien sûr que si. Pourquoi on n'en parlerait pas? Il y a encore des gens qui regardent la télé. Merci Rosebali. Le poisson d'avril de Ruffin était pas mal aussi. Ouais, François de Ruffin qui a annoncé en direct sur BFM TV qu'il démissionnait. C'était drôle. C'était drôle. Moi j'ai trouvé rigolo le poisson d'avril du Média. Vous savez, le Média. Ils ont annoncé qu'ils arrêtaient en disant qu'ils étaient rachetés par Bolloré. Je trouvais ça drôle. C'était marrant. Leur texte était assez rigolo. Ça me fait penser au ministre qui se faisait appeler par Diffoul. Ah bah c'était Jack Lang à l'époque. Sur Skyrock. Ah je m'en souviens. Putain, j'étais adolescent, je devais avoir 14 ans. Et Diffoul, sur Skyrock, il appelait le ministre de la Culture sur son portable à minuit. Et le ministre de la Culture répondait.
Ah là là. Moi j'ai beaucoup aimé le poisson d'avril d'Acropolis aussi. Ah ouais, putain, notre poisson d'avril. Eh, vous l'avez pas beaucoup retweeté, franchement, vous avez pas été marrant. Je me suis fait chier pourtant, hein. Vous avez pas vu le poisson d'avril d'Acropolis? Et bah allez sur Twitter Allez sur Twitter. et mettez la cloche. Il y a pas de cloche sur Twitter. Bien sûr que si. Ah bon? Eh oui. Je ferai un tuto Twitter, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Oh là là. Il a de nouveau dit François de Ruffin. J'ai dit François de Ruffin? Oui, absolument. J'ai dit ça? À la région, on l'a noté aussi. François de Saint-Ruffin. C'est pas Saint-François de Ruffin? Saint-François de Ruffin. Oui, c'est ça. Ah, merde. Pourquoi j'ai dit de Ruffin? Ah, parce que de Parce que Rugy. d'origine. Ah, putain, à chaque fois, c'est comme Christophe Castaner et Patrick Caner. Absolument. J'ai fini par y arriver, hein, ça m'a pris des mois. C'est comme Gérard et Christophe Colomb, hein, C'est comme Gérard et Christophe Colomb. Non, moi ça, à la limite, celui-là, j'y arrive encore. contrairement Mais, à d'autres. j'avais prévu de changer tous mes bitcoins pour vous. Ah, merci, grand froid. Non, mais voilà, moi, j'étais très fier de mon poisson d'avril. Je rigolais tout seul chez moi en me disant, ah, ah, ça va être trop drôle et tout, ils vont trop adorer. Mais il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Alors, du coup, j'étais un peu triste. Mais en gros, j'ai annoncé que Acropolis lançait une crypto-monnaie, l'Acrocoin, En partenariat avec la Banque de France. en partenariat avec la Banque de France, le Conseil national du numérique et la Commission nationale du débat public, sans les prévenir, et en disant que c'était une crypto-monnaie dont la valeur était indexée sur le taux d'adhésion des Français dans la démocratie. Voilà. C'était mon poisson d'avril. J'étais très fier. Mais compte tenu du flop qu'a fait cette blague, je tire l'intégralité Des conséquences. des conséquences de cette défaite et je me retire de la vie politique. Ah mais non, c'est déjà fait ça. De la vie crypto-monnaie. De la vie crypto-monétique. Je l'avais retweeté ton poisson d'avril. Merci Loustic, putain, heureusement que t'étais là. Parce que moi j'étais en train de pleurer dans mon lit en me disant les gens ils trouvent que c'est pas drôle ce que je fais. Il y a un compte Twitter qui retweet tous les trucs liés aux crypto-monnaies qui nous a retweeté par contre. Oui, c'était très drôle. Oui, oui, parce qu'il y a des mecs premier degré qui nous ont retweeté, c'était très rigolo. C'est toujours très drôle quand les mecs te retweetent. Toujours. Question chelou, pourquoi les chrétiens ne mangent pas de viande le vendredi saint qui était vendredi? Hein? Peut-être faut-il leur demander. Moi je pense que c'est une question qu'il faut soit poser aux chrétiens, soit qu'il faut poser au gouvernement. Ce serait drôle. Suite aux états généraux de l'alimentation. Suite aux états généraux de l'alimentation, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur est-ce que vous Stéphane pouvez- Travers. Monsieur Stéphane Travers, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la consommation de viande des chrétiens le vendredi? Voilà, c'est tout. Le vendredi saint, qui est Le vendredi saint. spécifiquement. La France veut savoir. La France attend des réponses. Quelle est la réaction des éleveurs face à cette situation? Voilà, non, effectivement, ta question est chelou, l'Auvergnate relou. Je te confirme que ta question est chelou. Je te confirme que je n'ai absolument pas le début d'un commencement de réponse. Mais je pense que le chat saura débattre de cette question. Je leur ai demandé, mais ils sont pas fus de me répondre. Ah merde. En général, le vendredi saint tombe un vendredi, en général. C'est là que tu vois que les choses sont bien faites. Une remarque du chat. C'est là que tu vois que le chat d'Acropolis Il y a des apporte observateurs. à la démocratie. Vous voyez tous les tous les observateurs qui critiquent Acropolis parce que le chat ils trouvent que c'est pas de bon niveau. Bah vous voyez, sur le chat d'Acropolis, Il y a aussi des experts. il y a aussi des experts, notamment des experts en calendrier grégorien qui nous rappellent que le vendredi saint tombe un vendredi. Et s'ils étaient pas là, et bah le débat public il serait moins bien. Voilà. D'ailleurs, le calendrier grégorien, c'est pas très laïque tout ça, hein. Eh bah, c'est pas de ma faute, hein, si tu veux que je te dise. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme connerie avant une séance de questions d'actualité au gouvernement alors que le pays est à feu et à sang? Je vous trouve un peu léger le chat aujourd'hui. Merde. Alors que l'animateur est au top de son niveau. Tu trouves? Je sens moins stressé qu'il y a un mois par rapport au FFS. Ça c'est le Xanax. Ah, c'est possible. Ou peut-être Non, que c'est- tu maîtrises mieux Trackmania que PUBG. Non, 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 pas du tout. Non, non, je suis pas du tout prêt pour ce soir, hein. Je n'y pense pas. Mais les autres non plus. Ils sont pas prêts à avoir la voiture Acropolis. Il est toujours là, le monsieur à la veste jaune? Non, il est plus là, le monsieur à la veste jaune. Tu fais référence à un député qui n'a pas été réélu. Il n'a même pas été candidat à sa propre succession. Il était député jusqu'à juin dernier. Il s'appelait Lucien Degauchy, député Les Républicains. Et il nous manque en fait parce qu'on l'aimait bien sur Acropolis. Il portait une veste jaune, Lucien Degauchy. Il portait une veste jaune pour passer à la télévision. Et il se mettait toujours dans l'angle de la caméra, il se démerdait, il se déplaçait dans l'hémicycle en fonction de là où étaient les mecs de son groupe qui posaient la question, pour toujours être dans l'angle de la caméra. Et nous on l'aimait bien, on avait une espèce de sympathie pour Lucien Degauchy. Voilà.
Sinon, quitte à parler de zadistes, on peut demander au gouvernement pourquoi il a laissé les zadistes réinvestir Bure. Oui, effectivement, le site d'enfouissement de déchets nucléaires Bure, il y a une ZAD qui est en train de s'installer là-bas. Et donc, non, mais c'est vrai que ça peut faire l'objet d'une question intéressante au gouvernement sur voilà, quelle est la politique du gouvernement de manière générale sur la question de ces projets d'infrastructure qui font l'objet d'une contestation sur le terrain de la part de zadistes. Tu veux que je balance des questions polémiques, c'est un peu mon boulot. Bah, si tu veux, mais bon, si t'es pas député. Question pour le gouvernement, pourquoi est-ce qu'une république laïque continue d'observer les jours fériés majoritairement religieux? Ah, Charles Maurice qui met les pieds dans le plat et qui remue le débat. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là? Est-ce qu'une république laïque doit continuer à maintenir fériés des jours qui sont fériés pour des raisons historiquement religieuses? Ma carte son fait grève. Pourquoi elle ferait grève, ma carte son? Qu'est-ce que tu racontes? Elle marche très bien, ma carte son. Augmente le son de ton PC. Comment gérer des personnes qui promulguent des directives anti-fake news et qui en font eux-mêmes? Je ne parle absolument pas de Macron. Ah, je sais pas, moi j'ai pas à gérer ces personnes-là. Bon, bref, la séance va commencer dans 4 minutes. Si vous avez des questions à poser au gouvernement, c'est le moment de les taper dans le chat. Si vous étiez député, quelle est la question que vous voudriez poser au gouvernement? Sur quoi est-ce que vous voudriez que le gouvernement réponde, pardon. Est-ce qu'il y a une news? Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a toujours pas parlé depuis une demi-heure là, mais qui vous paraît être dans l'actualité et très important? On en parle de l'interview de la ministre des Transports sur Le Point que le journal n'a pas voulu publier car trop modifié par Matignon. Alors non, tout le confond, c'est pas Le Point, c'est Les Échos. On peut en parler si tu veux. Effectivement, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a répondu à une interview des journalistes des Échos. Interview qui a été relue par Matignon, mais qui a, au-delà d'être relue, qui a été énormément modifiée par Matignon. Trop, selon les journalistes des Échos, qui ont du coup décidé de refuser de publier l'interview, considérant que quand tu poses une question à une ministre, c'est elle qui pose la question et pas à Matignon. S'ils avaient des questions à pas Matignon, ils le reposaient directement à Matignon. Effectivement, ça pose des questions sur les dispositifs de communication gouvernementale, ça pose des questions sur jusqu'où l'exercice de relecture des interviews avant publication va. C'est des questions très intéressantes qui agitent beaucoup les rédactions. La frontière entre journalisme et communication. Ouais, effectivement, c'est une pratique assez courante. Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend des journaux. Tous les journaux n'ont pas les mêmes pratiques, mais il y a des journaux qui acceptent que la personne qui est interviewée relise l'interview avant publication pour que la personne interviewée vérifie que les propos qui ont été rapportés correspondent bien à ce qu'elle a dit. Voilà. Ensuite, moi par exemple, ça m'arrive d'être interviewé pour que je parle d'Acropolis, et assez spontanément les journalistes me disent je vous ferai relire l'interview pour que vous me disiez si ça vous convient, entre guillemets, enfin si on est d'accord, vous et moi, pour dire que ce que j'ai écrit dans l'interview correspond bien à ce que vous avez dit. Moi en général j'ai pas le temps de relire, donc je dis ça vite fait, je vérifie juste qu'il a pas écrit n'importe quoi, et puis je modifie rien parce que je m'en fous. Quand on est ministre c'est un peu plus compliqué. Quand on est ministre il faut faire extrêmement attention aux mots qu'on utilise parce que voilà, surtout quand on est dans des dossiers très sensibles où il y a des négociations en cours, etc. Donc il y a une pratique de la relecture, voire de la modification a posteriori d'interview. Voilà, et là apparemment il y aurait eu un problème avec les Échos puisqu'apparemment c'est Matignon, donc le Premier ministre, qui aurait modifié une interview de la ministre des Transports, mais qui l'aurait tellement modifié que les journalistes des Échos ont trouvé ils étaient allés trop loin et que donc ils publieraient pas. Mais c'est une question très intéressante parce que c'est une discussion qui agite beaucoup les rédactions de journaux. Voilà. Alors évidemment, quand on dit le Premier ministre, c'est les services du Premier ministre. Oui, Édouard Philippe a autre chose à branler de ses journées que de relire les interviews de ses ministres. Je vous rassure, ce sont évidemment les services, le cabinet en gros, et les services de communication. Mais c'est une question intéressante. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet-là? Je sais plus, j'avais un truc qui me traversait l'esprit. Un truc intelligent pour une fois. Non, je sais plus. Mais nous aussi, Acropolis, parfois quand on propose de faire des opérations à l'extérieur, les gens disent est-ce que vous pouvez nous passer la liste des questions du chat par avance? Alors comment vous dire Déjà vous connaissez mal le chat d'Acropolis. Et ensuite, le principe d'un direct, c'est que c'est en direct. Et donc non, on peut pas vous passer la liste des questions du chat. Ça marche pas comme ça. Est-ce que c'est légal de dire aux médias de modifier leur contenu pour affirmer la com de l'État? Oui, d'un point de vue légal, ça je te réponds tout de suite. Il n'y a rien d'illégal à l'exercice de relecture, il n'y a absolument rien d'illégal. Sort complètement la question légale de ça, la question elle est déontologique et elle est éditoriale. Voilà, c'est ça. Donc chaque journal, chaque équipe de journalistes doit définir sa doctrine déontologique et éthique vis-à-vis de l'exercice de relecture, etc.
Et chaque média Et puis d'ailleurs, les médias font évoluer leur pratique, hein. Ça évolue avec le temps, ça avance, ça change. Voilà, c'est comme la pratique du off. Ça fait l'objet de débats assez animés entre les journalistes. Et croyez-moi, au sein même d'une même rédaction, les journalistes sont pas d'accord entre eux, hein. Rappelle ce que c'est le off. Bah, le off, c'est le principe quand les journalistes discutent avec un politique, soit ils sont dans une posture d'interview, donc le politique dit des choses qui ont vocation à être rendues publiques, soit ils sont dans une discussion qui n'a pas vocation à être rendue publique, mais qui a vocation à alimenter la réflexion des journalistes et la réflexion des politiques. C'est normal que les politiques et les journalistes discutent beaucoup. Et pendant longtemps, il y avait ce qu'on appelait le off, qui était le principe que les journalistes et les politiques avaient des discussions off, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vocation à se retrouver dans les articles. Et pendant le off, les politiques se lâchaient un peu plus. Ils étaient moins dans la posture de contrôle de leur image et de leur expression, et donc ils se permettaient un peu plus de liberté vis-à-vis du ton qu'ils utilisaient, machin. Et le off, au fur et à mesure, à partir du milieu des années 2000, a commencé à disparaître, au fur et à mesure de l'émergence de nouvelles pratiques médiatiques, du principe de l'info en continu, des enquêtes aussi, des journalistes d'investigation, etc. Et aujourd'hui, on estime que le off n'existe pratiquement plus, que quand un journaliste parle avec un politique, tout ce que dit le politique a vocation à se retrouver dans l'article. Voilà. Mais c'est pas aussi vrai que ça. Je propose de passer les QAG en mode on, du coup. On a une image de l'Assemblée nationale. Chers amis, on se retrouve tout de suite en direct du Palais Bourbon après un petit générique. À tout de suite. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent. François de Rugy préside la séance. La semaine dernière, dans une démarche commune à la Marche Blanche, organisée mercredi, en hommage à Mireille Knoll et en signe de refus de l'antisémitisme. Nos travaux ont d'ailleurs été suspendus pour pouvoir aller à cette manifestation. Je veux ici, en votre nom, comme je l'avais fait publiquement dès mercredi, condamner avec force les violences verbales et les intimidations physiques dont ont été victimes plusieurs d'entre nous lors de cette manifestation. François de Rugy qui fait référence à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. À ces agressions n'étaient qu'une petite minorité. Ils ont desservi la cause qui a rassemblé un cortège large, digne et pacifique. Mercredi dernier, dans les rues de Paris, c'était bien l'ensemble de la représentation nationale qui était mobilisée dans le deuil et le refus de l'antisémitisme. François de Rugy, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il revienne sur ce qu'il s'est passé effectivement la semaine dernière à l'occasion de cette marche blanche où, vous l'avez probablement vu, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont été bousculés et ont dû quitter le cortège. François de Rugy qui a tenu à rappeler en ouverture de cette séance qu'il condamne ce qui s'est passé dans cette manifestation. Bah dis donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, comment ne pas penser aujourd'hui aux millions d'usagers du train qui, depuis hier soir, payent au prix fort cette paralysie des transports? Nous souhaitons une vraie réforme de la SNCF, mais pas comme vous le proposez, une réforme minimale qui engendre un désordre maximal. En effet, votre choix de recourir aux ordonnances sur la réforme du rail a des conséquences désastreuses. Cette méthode autoritaire et anxiogène inquiète le personnel de la SNCF, prive le Parlement d'un véritable débat de fond sur l'organisation du rail en France et prend en otage les usagers. Cette réforme du statut, dont vous vous gargarisez, ne résout en rien le problème colossal de la dette de la SNCF qui se monte à plus de 47 milliards d'euros. Elle n'aborde en rien la question des régimes spéciaux de retraite qui coûtent à l'État plus de 3 milliards d'euros par an. Cette réforme est de plus complètement déconnectée des préoccupations des usagers qui attendent une amélioration concrète et rapide du service. Les investissements indispensables dans la modernisation du réseau peuvent se faire indépendamment de vos ordonnances. Quid également, Monsieur le Premier ministre, des petites lignes régionales qui sont essentielles pour des millions de nos compatriotes et pour la vie dans nos territoires. Vous les mettez à terme en péril. Fabien Di Filippo, qui est un ancien cadre de chez Auchan, qui est aujourd'hui député, il est conseiller municipal de Sarrebourg.
il fait partie des députés qui ont la réputation de perturber les séances de questions au gouvernement en s'en prenant vertement aux membres du gouvernement qui répondent mal selon lui. Fabien Di Filippo, en tout cas, qui ouvre cette séance de questions au gouvernement en apportant le sujet de la semaine, la réforme de la SNCF et les perturbations. Fabien Di Filippo qui s'en prend à la méthode du gouvernement avec le recours aux ordonnances. Ce qui est quand même intéressant, c'est que la semaine dernière, justement, on a déjà vu le gouvernement alléger son dispositif d'ordonnance. Elisabeth Borne qui a annoncé qu'elle renonçait aux ordonnances sur un certain nombre de chapitres de la réforme ferroviaire. Du fonctionnement de la SNCF. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Et c'est directement Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Édouard Philippe, le Premier ministre, qui va répondre il y aurait beaucoup de sur la Je SNCF. vais répondre dans l'ordre à la question que vous posez, Monsieur le député. Oui, nous voulons engager une réforme ambitieuse du monde ferroviaire et donc de la SNCF. Nous voulons le faire parce que le statu quo dans lequel nous sommes installés n'est pas acceptable. Des engagements publics considérables sont versés année après année pour faire en sorte que le dispositif ferroviaire fonctionne. C'est 14 milliards de transferts d'argent public qui se dirigent chaque année vers la SNCF. 14 milliards. État plus région. Au fur et à mesure que nous augmentons l'argent qui est versé à la SNCF, la qualité du service public se dégrade. Ça, c'est l'argument central d'Édouard Philippe vis-à-vis de la réforme de la SNCF. On met de plus en plus d'argent public et année après année, le service se dégrade. Nous n'avons pas la garantie d'avoir un meilleur service public aux usagers. Et je dois dire, monsieur le député, que le souci du gouvernement et celui qui, à mon avis, nous anime tous, c'est de faire en sorte que demain, les Français aient accès à un service ferroviaire de meilleure qualité. Ce n'est pas une attaque contre ceux qui font vivre le service public ferroviaire, c'est un constat. Il se dégrade et il se dégrade rapidement. Nous mettons 22% en plus d'argent public aujourd'hui qu'il y a 10 ans et pourtant, nous avons tous le sentiment, à juste titre, que la qualité du service se dégrade. Le statu quo dans lequel nous sommes installés n'est pas tenable. Il a été décidé avant cette majorité que l'ouverture à la concurrence serait un fait pour le monde ferroviaire. C'est la raison pour laquelle, monsieur le député, nous nous sommes engagés dans une réforme dont vous dites qu'elle est à minima et dont on nous dit par ailleurs qu'elle serait une opération de casse sans précédent. J'ai tendance à penser, monsieur le député, que la vérité est probablement au milieu. La vérité, monsieur le député, c'est que c'est une réforme ambitieuse. Édouard Philippe qui défend le en même temps en disant à droite, on m'accuse de faire une réforme à minima, vous voudriez qu'on aille plus loin dans la réforme de la SNCF, et à gauche, on nous explique qu'on est en train de casser le service public. D'ouvrir à la Nous, on est entre les deux, c'est ce que dit Édouard Philippe. L'ensemble du système ferroviaire, de façon progressive, qui va permettre ensuite de transformer le statut de l'entreprise, pour faire en sorte que l'entreprise soit plus efficace, qu'elle fonctionne mieux, qu'elle soit plus compétitive. Et troisième élément, qui va permettre d'adapter le statut, de supprimer le statut pour ceux qui rentreront demain à la SNCF, de conserver le statut pour ceux qui en disposent déjà. C'est l'objet de la réforme. Cette réforme n'a pas pour objet, monsieur le député, je vais être très clair, cette réforme n'a pas pour objet de privatiser la SNCF. Elle n'a pas pour objet de fermer des petites lignes. Elle n'a pas pour objet de revenir sur le statut pour ceux qui sont au statut. Mais elle a pour objet, monsieur le député, de sortir de ce statu quo, de faire en sorte que demain, dans un monde ferroviaire ouvert à la concurrence, la SNCF puisse être efficace, puisse être compétitive, puisse apporter un service de qualité à l'ensemble des usagers. Vous m'interrogez, monsieur le député, sur les ordonnances. Je ne sache pas qu'il faudrait s'abstenir, par principe, de recourir à des ordonnances. Mais il n'a pas pu vous échapper, monsieur le député, que vendredi dernier, le gouvernement avait déposé des amendements qui permettront, ici, à l'Assemblée nationale, un débat de fond sur l'ouverture à la concurrence, un débat complet. Voilà, Édouard Philippe qui rappelle ce qu'avait dit Elisabeth Borne la semaine dernière, à savoir que par amendement dans le cadre de la négociation et de la discussion sur la loi d'habilitation, il y aura une discussion sur l'ouverture à la concurrence. Ce sera un élément intéressant. Je veux enfin vous dire, monsieur le député. Et en gros, il invite le député à participer à ce débat en disant si vous avez des choses à dire, ne nous accusez pas de prendre des ordonnances et participez au débat parlementaire. Les grévistes. Car le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. Je respecte les grévistes. Ils ont le droit de grève. Et aucun d'entre nous ici n'accepterait que ce droit de grève ne soit mis en cause. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français
qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Que les millions de Français qui veulent se déplacer doivent également être entendus. Et je veux dire, monsieur le député, qu'en la matière, j'entends autant les grévistes, qui parfois le disent avec vigueur, que ceux qui n'acceptent pas cette grève, ou plus exactement que ceux qui veulent aller travailler, qui veulent continuer à vivre, à travailler, à bénéficier de leur liberté constitutionnelle d'aller et venir. Ceux-là aussi, monsieur le député, ont le droit à notre respect. Et je voudrais, permettez-moi de le dire, les saluer, car ils ont des jours difficiles devant eux, la grève ayant été organisée pour porter un impact maximal aux usagers et aux clients de la SNCF. Édouard Philippe, qui, là on le sent bien, joue l'élément de langage un peu central dans le dispositif de communication du gouvernement, à savoir de jouer les usagers contre les grévistes. Il a dit « je respecte les grévistes, mais je respecte aussi ceux qui subissent la grève et je veux les saluer particulièrement ». Mesdames et messieurs les ministres, Bref, on est au tout début du conflit, c'est intéressant. Michel de Vaucouleurs. ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, un incendie criminel a dévasté une partie des locaux d'une école maternelle de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, rendant ceci inaccessible pour de longues semaines, voire de nombreux mois, pour les 83 enfants de cette école. Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, est actuellement sur place afin de constater les dégâts et affirmer le soutien de l'État face à cette épreuve. Pour le maire de cette ville, ce nouveau coup dur, avec les incertitudes qui pèsent sur les mobiles de cet acte, la gestion complexe qu'il implique pour assurer la scolarisation des enfants et les conséquences financières prévisibles, n'est pas loin d'être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a une semaine, Stéphane Gatignon démissionnait du mandat de maire de la ville de Sevran, dont il était le premier magistrat depuis 17 ans. Il dénonçait pêle-mêle un exécutif coupé des réalités sociales, un gouvernement de techniciens, une administration pléthorique et une charge écrasante portant sur les épaules des maires, appelant de ses voeux l'exigence d'une action politique en faveur des banlieues, qui doivent prendre toute leur place dans la construction d'une société ouverte voulue par notre président. Suite à l'appel de Grigny à l'automne dernier, les élus et le monde associatif se sont constitués en groupe de travail et ont formulé des propositions concrètes avec des solutions qui ne sont pas de nouvelles usines à gaz, mais qui partent du terrain. Comme le dit Marc Vimot, président de l'Association des maires villes et banlieues, le choix que fera M. Macron pour les sites populaires fragiles constitue l'ultime voie pour que se rétablisse ou pas la confiance entre plus de 1/10 du peuple de France et la nation républicaine. Michel de Vaucouleurs qui pose une question au gouvernement sur un sujet sensible, c'est la politique du gouvernement vis-à-vis des villes de banlieue. Elle a fait référence dans sa question à un élément effectivement qu'on a complètement oublié mais qui est pas inintéressant, c'est la semaine dernière la démission fracassante du maire de Sevran, Stéphane Gatignon, qui démissionne après 17 ans pour dénoncer l'inaction du gouvernement vis-à-vis de ce sujet, vis-à-vis des mairies de banlieue, pardon. Michel de Vaucouleurs qui arbore elle aussi le ruban bleu qui ferait référence a priori à la journée mondiale de l'autisme qui a eu lieu hier. La piste criminelle. On écoute Julien de Normandie. Qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Chanteloup-les-Vignes est un acte odieux, un acte inqualifiable, un acte intolérable. S'en prendre à une école de la République, c'est s'en prendre à notre jeunesse, c'est s'en prendre à notre culture, c'est s'en prendre à la République française tout entière, et ceci est totalement intolérable. Alors vous l'avez dit, le gouvernement est pleinement mobilisé en appui aux citoyens de Chanteloup-les-Vignes, en appui de Madame la maire, Madame Arenou, et Jacques Mézard, au moment où je vous parle, est sur place, aux côtés des citoyens, aux côtés de la maire, pour pouvoir identifier les solutions et apporter une amélioration vis-à-vis de la situation. Mais votre question est plus large. Votre question porte sur que fait le gouvernement en faveur des quartiers. Vous savez, les quartiers, c'est pas l'histoire des quartiers. Les quartiers, c'est l'histoire de toute la République. Alors oui, la situation est difficile, mais on va se parler franchement. La situation, elle date pas d'il y a 10 mois. La situation, elle date d'il y a des décennies. La situation, elle perdure. Les maires et les associations sont parfois épuisés. Pourquoi ? Parce que ça fait des années de combat sans pour autant que des solutions très fortes soient apportées pour les aider. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Depuis le début, on a fait une mobilisation en faveur de l'éducation, c'est le doublement des classes en REP+. On a fait une mobilisation en faveur de la sécurité, c'est la police du quotidien évoquée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. On a fait une mobilisation en faveur des emplois. Nous serons dans les prochains jours avec Muriel Pénicaud pour signer les premiers emplois. Julien de Normandie qui manie très bien l'art de la communication en disant qu'effectivement la situation dans les banlieues est compliquée mais qu'elle ne date pas seulement de l'élection de Macron, elle est beaucoup plus vieille que ça et qui donc met en avant les différents dispositifs du gouvernement qui sont
mis en place. Ce type d'argumentation, ça va pas pouvoir tenir très longtemps parce que Julien Denormandie profite encore du fait qu'on n'a même pas encore soufflé la première bougie de l'élection d'Emmanuel Macron. Mais au fur et à mesure que le quinquennat va avancer, le gouvernement va devoir rendre des comptes et donc ce type d'argument-là, ça marchera de moins en moins. Mais pour l'instant, il en profite. Monsieur le Premier ministre, la mobilisation historique des cheminots pour défendre le service public ferroviaire prouve une chose. La méthode du gouvernement pour améliorer le fonctionnement de la SNCF n'est pas la bonne. La stigmatisation des cheminots n'a aucun effet sur l'amélioration du service aux usagers. Les Français apprécient le dévouement et la compétence des cheminots auxquels le groupe Nouvelle Gauche apporte son soutien. Le groupe Nouvelle Gauche, c'est le groupe parlementaire socialiste. De notre organisation ferroviaire en s'attaquant au statut qui n'est pas en cause dans les difficultés de la SNCF. Les cheminots français sont plus productifs que les cheminots allemands. Les trains français sous monopole de la SNCF sont moins chers, plus sûrs, plus ponctuels que les trains anglais, ouverts à une concurrence sauvage. Nul besoin, quand on veut améliorer le service public ferroviaire, d'en faire une bataille idéologique et une surenchère ultralibérale. Il était possible de se pencher sur la question de la dette de la SNCF, sur la modernisation du réseau, des matériels roulants, sur l'amélioration du service public ferroviaire sans braquer les cheminots. La grève aurait pu être évitée si le gouvernement n'avait pas cherché à faire de cette réforme un symbole politique dans un contexte de cacophonie, de surenchère et de provocation. Les propositions du gouvernement sont-elles de nature à faire arriver les trains à l'heure et d'améliorer la qualité du service public? La réponse est manifestement non. Alain David qui apporte sa solidarité au nom du groupe Nouvelle Gauche aux cheminots en grève et qui s'en prend au gouvernement en disant que le gouvernement hystérise le débat autour du rail en faisant une proposition beaucoup trop provocatrice alors qu'il aurait pu, selon Alain David, faire l'objet d'une large concertation beaucoup plus apaisée. Alain David donc qui reprend les arguments des grévistes en disant que si le trafic est perturbé et que les Français galèrent, c'est pas à cause des grévistes, c'est à cause du gouvernement. Ministre chargé des Transports. Et on va entendre Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui va répondre après le Premier ministre sur la question de la réforme du rail. Alain David, moi je voudrais vous dire que je pense d'abord aux usagers qui sont aujourd'hui très pénalisés, ceux qui prennent le train tous les matins pour aller au travail, qui ont été pénalisés ce matin et qui seront de nouveau pénalisés ce soir. Et les usagers qui ne comprennent pas les raisons de cette grève. Est-ce qu'on va privatiser la SNCF? La réponse est non. Est-ce qu'on va fragiliser le service public? La réponse est non. Nous allons investir plus que jamais pour améliorer le réseau ferré. Elisabeth Borne qui choisit l'attaque comme réponse. Il y a un petit jeu de good cop, bad cop qui est joué entre Elisabeth Borne et le Premier ministre. Le Premier ministre qui a tenu à faire de la pédagogie en essayant de calmer le jeu dans sa première réponse. Elisabeth Borne qui elle par contre choisit d'y aller clairement contre les grévistes en prenant le parti des usagers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la stratégie de la division. En gros, les usagers contre les grévistes. Est-ce que ça va marcher? C'est ce qu'on verra dans les semaines qui viennent. Elle passe aussi par la préparation d'une ouverture à la concurrence progressive, comme je l'ai annoncé vendredi dernier. Et moi, je m'étonne que certains qui ont voté pour l'ouverture à la concurrence en 2015 viennent maintenant... Allez-y mollo dans le chat sur les noms d'oiseaux vis-à-vis des députés et des ministres, s'il vous plaît. Cette réforme, elle vise aussi à donner tous les atouts à la SNCF pour réussir dans la concurrence. Et elle vise à proposer un nouveau cadre social pour l'ensemble des salariés du secteur. Donc le gouvernement est déterminé à mener cette réforme ambitieuse, trop différée, et à la mener dans le dialogue, dans l'écoute et dans les concertations. Elisabeth Borne qui conclut en faisant quand même la pédagogie de sa réforme qu'on sent mal barré quand même parce que le dialogue, la pédagogie, la concertation c'est plutôt le rapport de force en ce moment. Lauriane Rossi, on l'écoute. 4 millions, c'est le nombre de nos concitoyens usagers assignés à résidence aujourd'hui ou condamnés à plusieurs heures d'attente et de transport en raison d'un mouvement de grève lancé par les syndicats de cheminots. Alors même que la concertation se poursuit, alors même que des garanties nouvelles ont été données aux salariés, alors même que le gouvernement renonce à légiférer pour partie par ordonnance, ce mouvement de grève injustifié vient de nouveau pénaliser les Français, déjà excédés par une qualité de service en berne. Si nous sommes fermement attachés au droit de grève, nous sommes tout autant attachés à la continuité du service au public et au respect de la parole donnée.
Cette parole que le gouvernement donne aux syndicats depuis le lancement de la concertation, n'en déplaise à messieurs Jacob et messieurs Di Filippo. Le gouvernement ne fait pas la grève de la négociation comme le prétend monsieur Faure. La mauvaise foi vous pousse à passer sous silence les 60... Lauriane Rossi, la députée de la majorité, qui s'en prend nommément à des députés, les républicains et socialistes, en défendant la réforme de la SNCF. C'est rare que les députés fassent ça. Son personnel, ses trains, ses gares, qu'il nous faut aujourd'hui agir. Et c'est une ancienne cheminote qui s'exprime devant vous. Car non, monsieur Corbière, nous n'accusons pas notre système d'avoir la rage. Retirez vos œillères. Il est déjà malade. Lauriane Rossi qui se prévaut de son statut d'ancienne cheminote, elle a été chargée de mission à la direction accès au réseau de SNCF Réseau. Lauriane Rossi qui est aujourd'hui députée En Marche et elle est surtout questeur de l'Assemblée nationale ou questeuse, je ne sais plus comment on féminise le mot. C'est-à-dire qu'elle s'occupe avec deux de ses collègues de la gestion de l'argent de l'Assemblée nationale. Lauriane Rossi en tout cas qui paraphrase, comment elle s'appelle, Elisabeth Borne sur l'élément de langage phare de la majorité et du gouvernement, c'est s'en prendre directement aux grévistes responsables selon eux du blocage du pays. Plus d'offres, plus de services, plus de petits prix, l'ouverture à la concurrence bénéficiera à tous les usagers. Un impératif de performance, de lisibilité également pour donner à la SNCF, à ses salariés, aux autorités organisatrices, la capacité de faire face à cette nouvelle concurrence. Merci, Madame la ministre, face à ce... députée. Lauriane Rossi qui ne pourra pas aller jusqu'à la fin de son intervention alors qu'elle est chahutée bruyamment par les opposants qu'elle a pris à partie directement en même temps, faut reconnaître. Je crois qu'il y aura pas mal de questions sur ce sujet. D'où qu'elles viennent, il faudra bien que vous acceptiez d'entendre les questions et les réponses. François de Rugy qui sent qu'il a affaire à une séance particulièrement houleuse aujourd'hui. Il faut reconnaître que Lauriane Rossi elle a mis de l'ambiance. La réponse d'Elisabeth Borne à la députée de la majorité. Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Lauriane Rossi. Moi, je voudrais à nouveau dire que je pense aujourd'hui d'abord aux usagers qui ont galéré ce matin et qui galéreront ce soir malgré les offres de substitution. Et qui peut comprendre que certains syndicats persistent à s'engager dans un mouvement de grève longue et pénalisante alors que nous sommes à mi-chemin, de la concertation. Putain, les mots sont forts quand même. Hein. Pénalisation, assignation à résidence, blocage du pays, etc. Le gouvernement qui s'en prend vertement aux grévistes. À la concurrence, qui prennent en compte les propositions. Est-ce qu'il y a un excès de confiance du côté du gouvernement? C'est un peu la question qu'on va se poser. Hein. Quel va être le point de vue de l'opinion publique vis-à-vis de la grève? En privilégiant l'option du volontariat en cas de reprise des salariés. Et l'objectif du gouvernement est simple, c'est de répondre aux attentes des Français qui veulent un meilleur service. Ça passe notamment par un investissement massif dans le réseau, je le redis, et un investissement massif dans le réseau, ça veut dire moins de trains en retard. Ça passe aussi par plus de trains, des nouvelles offres, notamment sur les services à grande vitesse. Ça passe par des trains moins chers et donc par plus de services publics. Donc je le redis, le gouvernement est déterminé à mener cette réforme dans le dialogue et dans la concertation. Les concertations vont se poursuivre sur deux sujets, l'organisation de la SNCF, la modernisation sociale du secteur. Et comme le Premier ministre l'a annoncé, comme je l'ai démontré vendredi, à chaque fois que nous aurons avancé sur un sujet... Voilà, Elisabeth Borne qui rappelle sa méthode, c'est de dire on avance par ordonnance, mais on mène des négociations en parallèle. Et à chaque fois que les négociations permettent d'arriver à un accord sur des chapitres de négociation, hop, on les intègre et on remplace l'ordonnance par un débat parlementaire, on les intègre par amendement. Madame la ministre. Ce qui est une méthode intéressante, hein. C'est assez rare qu'un gouvernement fonctionne comme ça, en tout cas l'affirme comme mode de fonctionnement. Ça va continuer. Julien Aubert, le député Les Républicains, qui prend la parole. Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur le projet de réforme de la justice. Permettez-moi au préalable d'associer à ma question le député de La République En Marche, Adrien Morenas, suppléant de Madame Brune Poirson, qui est venu soutenir le personnel du tribunal de Carpentras dans sa manifestation contre le gouvernement vendredi dernier. Madame le ministre, Julien Aubert qui parle d'une députée En Marche qui, selon lui, serait venue manifester contre une décision du gouvernement. En réalité, vous les videz de leur substance. C'est comme ces maternités qu'on transforme en centre périnatal ou ces bars tabac qui font bureau de poste. Vos tribunaux du futur seront des tribunaux Potemkin. Ce n'est pas tout. Votre réforme prévoit notamment d'automatiser certaines procédures, telles que le traitement des pensions alimentaires, ou encore de dématérialiser des procès sans juge ni audience.
Quel accès au droit proposez-vous aux citoyens avec des procès en visioconférence? Nous n'avons même pas le haut débit en milieu rural. Est-ce bien raisonnable de remplacer les juges par des algorithmes? Madame le ministre, vous déshumanisez et déjudiciarisez la justice. Les syndicats de magistrats, d'avocats et de greffiers rejettent votre réforme qui éloignera le justiciable des tribunaux. Je sais pas qui c'est le député qui gueule à côté de Julien Aubert, mais Julien Aubert lui pose une question sur une autre réforme qui commence à faire grogner, c'est la réforme de la justice. Julien Aubert qui s'en prend à ce qu'il appelle une déshumanisation de la justice. Julien Aubert, c'est un député intéressant. Il a eu Henri Guénaud en prof à l'IEP de Paris, c'est quand même assez anecdotique pour le souligner. Il a surtout fait l'ENA, Julien Aubert, et il était figurez-vous, dans la même promo que Emmanuel Macron. 9 suppressions de classes en milieu rural, merci monsieur Blanquer. Et maintenant vous voulez démanteler le tribunal de la ville-centre de Carpentras. Madame le ministre, quand allez-vous inverser la logique? Non aux déserts médicaux, non aux déserts scolaires, non aux déserts judiciaires. Voilà Julien Aubert qui pose en fait une question un peu plus globale sur la politique rurale du gouvernement. Et c'est vrai que c'est un axe de communication important de la part du groupe Les Républicains de s'en prendre à la politique rurale du gouvernement. Vous déshabillez nos campagnes, en fait c'est ça l'accusation. Je n'ai pas de discours officiel que j'opposerai à un discours officieux. Il n'y a pour ce gouvernement qu'un seul et même discours. Et ce discours, monsieur le député, c'est bien celui du souci du citoyen et du souci du justiciable. Je prends 2 points qui m'ont semblé émerger de la multiplicité des questions posées dans votre question. 2 points simplement. Vous évoquez la mort de la justice de proximité, mais monsieur le député, c'est exactement l'inverse que nous voulons faire. Nous maintenons, et nous l'avons déjà dit, tous les tribunaux d'instance. Mieux, monsieur le député, ces tribunaux d'instance pourront même voir leurs compétences accrues lorsque cela apparaîtra nécessaire sur un bassin particulier de population. Donc nous maintenons la justice de proximité. Vous dites également que nous souhaitons mettre en place des tribunaux Potemkin. Mais d'où, monsieur le député, d'où pouvez-vous extraire cette expression? Lisez, regardez le texte que je me suis permis d'envoyer aux magistrats et aux avocats. Ce texte, et aux députés bien sûr, ce texte, il explique clairement que l'ensemble des tribunaux de grande instance, cours d'appel, conserveront l'ensemble de leurs compétences, mais que pour asseoir une véritable justice qui permette de rendre des jugements dans des délais rapides, des jugements qui soient efficients, nous laissons la possibilité, si sur le terrain, les interlocuteurs du monde judiciaire nous le proposent, nous laissons la possibilité de pouvoir spécialiser quelques compétences qui viendront se greffer au-delà des compétences de base. C'est bien cela que nous voulons faire, être au plus près du justiciable. Nicole Belloubet qui se défend assez bien, qui se défend pied à pied contre les accusations de Julien Aubert. C'est intéressant, on a vu vraiment une ministre qui voulait pas laisser passer le moindre argument et qui a tenu à répondre point par point. Ma question s'adresse à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, la fraude fiscale est devenue le symbole d'un mal profond qui ronge petit à petit notre société. Elle porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, elle fausse la concurrence entre les acteurs économiques, elle remet en cause le consentement à l'impôt, elle accentue le sentiment de défiance de nos concitoyens. C'est pourquoi la lutte contre la fraude fiscale doit être un combat qui dépasse les clivages politiques et transcende les majorités. Parlementaires de tous bords, nous avons exprimé à de nombreuses reprises notre volonté de préciser les obligations fiscales des plateformes d'économie collaborative, d'élargir la liste française des États considérés comme non coopératifs, et de renforcer la publicité des sanctions prises à l'encontre des fraudeurs. Je me réjouis donc que le gouvernement ait mesuré l'urgence de la situation en présentant la semaine dernière le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale et en poursuivant les efforts entrepris par la France à l'échelle internationale et de l'Union européenne. Hervé Pelois, le député du Morbihan, qui était un député socialiste sous la précédente mandature, qui est devenu un député En Marche et qui porte la revendication de la lutte contre la fraude fiscale. Effectivement, il l'a rappelé dans sa question, la semaine dernière, le gouvernement a présenté un projet de loi en la matière, projet de loi encouragé par En Marche, évidemment vous vous en doutez, mais aussi critiqué à l'extérieur, notamment parce qu'il maintient le verrou de Bercy. Monsieur Hervé Pelois, il était ingénieur agronome par le passé.
pour consolider les moyens de détection de la fraude et renforcer les sanctions. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous détailler ces mesures et comment elles permettront de venir à bout, une bonne fois pour toutes, soyons optimistes, de la fraude fiscale? Merci. Merci. Et Hervé Peloua qui donne donc l'occasion au gouvernement de préciser son dispositif en matière de lutte contre la fraude fiscale. Gérald Darmanin, on l'écoute. Monsieur les députés, monsieur le député Hervé Peloua, la France a toujours été en pointe dans la lutte contre la fraude fiscale et particulièrement depuis les scandales autour de la crise financière. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, fin a été mis au secret fiscal, notamment au secret fiscal bancaire, pour que l'administration française et les administrations européennes puissent travailler, notamment dans le cadre du continent européen, à une meilleure information et une meilleure condamnation des fraudeurs. Et sous la présidence de M. Hollande, l'accélération, notamment par le travail qu'a fait l'OCDE, de l'automatisation des données qui permettent aujourd'hui au gouvernement de travailler le plus intelligemment possible avec les pays qui l'entourent et qui, jusqu'à présent, n'étaient pas aussi coopératifs. Mais vous avez raison, il faut 100 fois remettre l'ouvrage sur le métier et c'est sous l'autorité du Premier ministre que j'ai présenté en Conseil des ministres la semaine dernière le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale qui prévoit effectivement de nombreux éléments nouveaux qui complètent déjà ce que le projet de loi de finances a mis en place, notamment à la demande du président Ferrand, un amendement qui permettait de choir des droits civiques en ceux qui étaient des fraudeurs caractérisés. Création de la police fiscale complémentaire au travail du ministère de l'Intérieur. Capacité plus forte et notamment inédite pour ce qui concerne les montages fiscaux, de pouvoir les pénaliser. Publication des sanctions administratives et judiciaires. Mise en place, vous l'avez dit, de mesures plus fortes, celles qui touchent notamment les algorithmes, celles qui touchent les sciences et les données, pour que la DGFiP puisse travailler plus scientifiquement à l'arrêt de cette fraude caractérisée. Et puis, vous l'avez dit, c'est un travail qui n'a rien de naïf. Sur la liste des pays qui sont non coopératifs, la France enrichira, grâce au travail qu'a fait le ministre de l'Économie et des Finances, des listes de l'Union européenne et travaillera... Les listes de l'Union européenne, la fameuse liste des pays paradis fiscaux qui fait beaucoup réagir, notamment les opposants et les gens qui luttent contre la fraude fiscale en disant que l'Union européenne n'est pas à la hauteur. Gérald Darmanin qui a quand même précisé tout ce qu'il mettait dans son paquet de lutte contre la fraude fiscale. Madame la ministre des Transports, ce sont des questions d'usagers. La première, est-ce que le gouvernement aurait pu éviter la grève? Oui, sans doute, en évitant deux provocations. La première, vis-à-vis des assemblées avec les ordonnances. L'argument de l'urgence ne tient pas. Vous maîtrisez le calendrier législatif, rien ne vous empêchait de mettre en discussion la réforme ferroviaire dès le mois de janvier. Le Sénat, avec la proposition de loi Maurey, vient d'apporter la démonstration qu'un débat parlementaire était possible. La deuxième provocation, vis-à-vis des cheminots eux-mêmes, avec la question du statut. Vous le savez, le 4e paquet ferroviaire ne demande pas la fin du statut. Cela relève de la législation nationale. Le paquet ferroviaire, c'est au niveau européen. Christophe Bouillon qui apporte l'argument européen en disant que l'Union européenne ne demande pas la remise en cause du statut. Donc c'est bien un choix délibéré du gouvernement de s'attaquer au statut des cheminots. Ce que Christophe Bouillon appelle une provocation, évidemment, c'est un député socialiste qui s'oppose à la réforme ferroviaire, vous l'aurez compris. Il y a d'abord la question de la dette qui pèse comme un fardeau sur le groupe public ferroviaire et qui empêche les gains de productivité. Allez-vous enfin reprendre la dette comme l'a fait à 2 reprises l'Allemagne? Il y a la question des investissements sur le réseau. Qu'est-ce qui fait que les trains ralentissent ou n'arrivent pas à l'heure? Ce sont d'abord le vieillissement des rames, des appareils de voies et des voies elles-mêmes. Allez-vous respecter la signature de l'État qui, en avril 2007, a signé un contrat de performance avec SNCF Réseau qui prévoit entre 2017 et 2026 46 milliards d'investissements sur le réseau. Enfin, il y a la question de l'organisation du travail. Allez-vous soutenir les négociations de la branche ferroviaire avec la convention collective qui porte ses fruits? Et enfin, la dernière question, si on veut que les trains arrivent à l'heure, il faut un groupe ferroviaire public fort et indépendant. Apportez-nous les garanties qui évite la privatisation à terme du groupe ferroviaire français. Christophe Bouillon qui refuse de rentrer dans l'hystérisation du débat sur la SNCF et qui pose des questions précises. C'est lui qui avait posé une question au gouvernement récemment sur la dette de la SNCF. C'est un ancien cadre de la fonction publique territoriale. Et il s'en prend au gouvernement en disant que si c'est la pagaille, c'est à cause du gouvernement et de ses provocations. On va entendre Elisabeth Borne. Député Christophe Bouillon, je voudrais redire que cette réforme, le gouvernement veut la mener dans la concertation. Moi, j'ai eu plus de 40 réunions de concertation avec les organisations syndicales. Je les revois jeudi pour parler de sujets essentiels
l'ouverture à la concurrence, la dette et le financement du système ferroviaire, l'organisation de la SNCF. Et cette réforme, elle donnera aussi lieu à un débat au Parlement, débat qui commence, comme vous le savez, tout à l'heure en commission sur la base des amendements déposés vendredi. Alors en effet, cette réforme, elle est nécessaire. Cette réforme, elle est nécessaire parce que ça fait des décennies que le réseau classique souffre de sous-investissement, qu'il a été sacrifié au profit des lignes à grande vitesse. Et ce gouvernement s'engage à mettre plus d'argent qu'on n'en a jamais mis dans le réseau classique. La question de la dette de la SNCF, permettez-moi de vous dire que je trouve ça assez surprenant que vous nous posiez la question. Je rappelle que le gouvernement précédent, après s'être engagé à débattre de ce sujet au Parlement, a remis un rapport indiquant que la dette du système ferroviaire n'était pas un sujet. Elisabeth Borne qui s'en prend au député Bouillon en lui reprochant le fait d'appartenir au groupe socialiste en disant mais en fait vous étiez au gouvernement il y a quand même à peine un an et vous voyez Manuel Valls qui était le Premier ministre à l'époque qui est devenu En Marche. Si c'est pas ironique, Elisabeth Borne qui dit à l'époque vous auriez pu vous en charger de la réforme notamment de la dette de la SNCF et vous ne l'avez pas fait. Donc ne venez pas nous donner des leçons. Qui a été sous le tapis et qui mène cette réforme dans l'écoute, dans le dialogue et dans la concertation. Merci. Elisabeth Borne en tout cas qui a voulu mettre en avant la méthode de la concertation. Évidemment c'est son nouvel élément de langage depuis la semaine dernière en disant que les ordonnances ne seront circonscrites qu'à certains domaines et pas sur toute la réforme. Le reste faisant l'objet de discussions parlementaires. Patrice Anato. Travail politique de la ville présidé par mon collègue Saïda Mada. Madame la ministre, dans une logique concrète et réaliste, le gouvernement a lancé depuis plusieurs mois des réformes en vue de permettre aux Français de mieux vivre de leur travail. En novembre dernier, le président de la République a tracé une feuille de route ambitieuse pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En attendant les résultats de la co-construction des actions qui seront adoptées par le gouvernement, ont déjà été lancés le dédoublement des classes de CP et la police de sécurité du quotidien. Dans ces quartiers prioritaires, l'emploi est également une problématique d'autant plus récurrente que le pourcentage de demandeurs d'emploi y est 2,5 fois supérieur à la moyenne. S'il atteint presque 19% pour les niveaux Bac+2 et plus, il est de 32% pour les niveaux inférieurs ou égaux au bac. À diplôme, âge et parcours équivalents, il est plus compliqué pour les habitants des quartiers prioritaires d'accéder à l'emploi. Or, un emploi décent pour tous est une promesse républicaine, individuelle et collective. Dans la France de 2010... Est-ce que quelqu'un peut me dire si un député a évoqué le financement des collectivités territoriales? C'est exactement ce qu'est en train de faire Patrice Anato puisqu'il parle de la politique de la ville. La politique de la ville, j'en ai déjà eu l'occasion de vous en parler, c'est l'ensemble des dispositifs qui concernent les quartiers prioritaires. Évidemment, Patrice Anato, sa question, elle résonne directement avec la démission de Gatignon la semaine dernière, le maire de Sevran. On en a parlé il y a quelques minutes seulement. Mais donc Patrice Anato qui met en avant la politique du gouvernement pour lutter contre les inégalités territoriales et notamment vis-à-vis des quartiers. Et c'est une question qui fait évidemment référence au financement des collectivités territoriales. Pouvez-vous réaffirmer devant la représentation nationale la volonté du gouvernement d'agir sur le problème de l'emploi dans nos quartiers prioritaires et nous énoncer les modalités nouvelles du dispositif? Patrice Anato, c'est un député intéressant puisque dans sa propre circonscription, il expérimente un plan sur les emplois francs. Ça veut dire des emplois sur lesquels il n'y a aucun impôt, aucune cotisation, notamment dans des quartiers prioritaires. C'est un primo-député qui auparavant était consultant en transactions de fonds de commerce. On écoute Muriel Pénicaud lui répondre. Nous avons un moment porteur à condition qu'il soit porteur pour tous. L'année dernière, la France a créé 250 000 emplois nets. La croissance est là, l'emploi revient, mais il faut nous assurer qu'elle soit inclusive, cette croissance. Et ça n'est pas gagné d'office juste par la création d'emplois. C'est pour ça que, évidemment, tous les dispositifs de droit commun, et notamment le plan d'investissement compétences, vont être fortement mobilisés sur les quartiers prioritaires de la ville. Mais c'est pour ça aussi que l'engagement présidentiel et l'engagement du Parlement qui a voté dans la loi sur le renforcement du dialogue social les dispositions sur les emplois francs me paraît arriver à un moment extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on constate qu'à qualification égale, un habitant d'un quartier prioritaire de la ville a 2,5 fois moins de chances de trouver un emploi qu'un autre. Et ça, c'est une injustice qui ne correspond pas à la promesse républicaine d'ascenseur social, de possibilité de trouver un emploi. C'est pour ça que les emplois francs qui sont opérationnels depuis le 1er avril dans 7 territoires vont permettre à des employeurs
qu'ils soient associatifs ou entreprises, qu'ils soient ou non résidents dans le quartier, de bénéficier d'une aide de 15 000 €, c'est-à-dire 5 000 pendant 3 ans pour un CDI, ou 5 000 €, 2 500 fois 2 ans pour un CDD, s'ils embauchent un jeune ou un demandeur d'emploi, senior ou de tous âges, de ces quartiers. Parce que nous faisons le pari qu'ils ont des talents et qu'il faut qu'ils puissent le montrer. Donc cette réforme, pour moi, est importante. Elle va concerner 25% des habitants des quartiers de la ville prioritaire potentiellement dans la phase expérimentale, parce que c'est à la fois la promesse de ne pas être assigné à résidence, mais c'est aussi la promesse de l'émancipation sociale. Bon, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui a commencé sa réponse de manière intéressante, puisqu'elle a rappelé que la croissance revenait, entre guillemets, mais en disant c'est pas parce que la croissance revient en Europe et en France qu'elle va être également répartie sur tout le territoire. Si on veut que ça ruisselle, il faut mettre en place des systèmes un peu plus égalitaires. Allez, on écoute Bertrand Pancher. Connu et son contenu inscrit dans les esprits de tous depuis longtemps. Ne nous racontons pas d'histoire. Avec mon ancien collègue socialiste Gilles Savary, nous avions porté et voté la dernière loi ferroviaire. Un service public renforcé sous le contrôle de la nation, un pacte national pour stabiliser la dette, la création d'un groupe public industriel intégré, un cadre commun et le maintien du statut du cheminot, un système ferroviaire contrôlé par le régulateur. Malgré cette loi, et notamment le vote de la règle d'or à l'initiative de notre propre groupe, nous avions ensemble regretté une nouvelle fuite en avant dans les grands projets d'investissement, l'absence de reprise effective d'une partie de la dette, des injonctions politiques sans cesse contradictoires, d'où notre préconisation de rendre la SNCF plus indépendante par un statut de type SA à capitaux privés, le caractère timoré de l'ouverture de la concurrence pourtant inéluctable. Le projet de loi examiné au Parlement à partir d'aujourd'hui va donc dans le bon sens et répond à nos vœux dans la plupart des domaines ayant la lucidité de l'admettre. Nous critiquions le passage de l'essentiel par ordonnance. Vous allez nous présenter beaucoup d'amendements. Au fur et à mesure des négociations, c'est bien. Le champ de ces ordonnances s'en trouvera particulièrement réduit. Nous nous posons cependant encore un certain nombre de questions. Quelle nouvelle mission à donner à la SNCF demain? Avec quels moyens? Et plus généralement, comment garantir l'aménagement des territoires en matière de transport? Je pense aux petites lignes et aux nouveaux systèmes de transport. Bertrand Pancher qui ne veut pas rentrer dans la polémique, c'est une question très intéressante qu'il est en train de poser parce que comme il l'a rappelé dans sa question, il a écrit un rapport sous la précédente mandature sur la question du statut de la SNCF et de sa réforme. Bertrand Pancher, donc sa question était très attendue aujourd'hui et il ne veut pas rentrer dans le débat sur la grève, les usagers, la prise en otage, etc. C'est pas son problème. Lui, son problème, c'est la SNCF. Et vous l'avez entendu donner un blanc-seing au gouvernement, en tout cas donner un satisfecit sur la méthode en disant que Elisabeth Borne avait raison de réduire le champ des ordonnances et d'ouvrir le dialogue parlementaire par la voie des amendements. C'est intéressant. Donc il donne la parole à Elisabeth Borne qui va pouvoir lui répondre sur la suite des discussions. Monsieur le député Pancher, alors je vous confirme qu'effectivement cette réforme se place dans une démarche globale pour améliorer nos mobilités, pour répondre aux besoins de mobilité de tous les Français dans tous les territoires, qui se traduira dans la loi d'orientation des mobilités et son volet loi de programmation des infrastructures qui sera prochainement présenté à votre Assemblée et qui vise effectivement à sortir de décennies de promesses non financées et s'inscrire dans une démarche sincère de financement des infrastructures en privilégiant l'entretien et la modernisation des réseaux, le désenclavement du pays, le traitement des nœuds ferroviaires. Et en effet, la réforme de la SNCF, c'est une démarche globale qui vise en premier lieu à améliorer le service par un investissement massif dans la modernisation du réseau. Il s'agit également de préparer une ouverture progressive à la concurrence attendue par les régions qui permettra d'offrir des nouveaux services aux voyageurs, des trains moins chers, des trains plus nombreux. Il s'agit aussi de donner tous les atouts à la SNCF dans ce contexte et de veiller à ce que l'entreprise ait une trajectoire soutenable, ce qui passe en effet par la réponse au problème de la dette qui a été reportée trop longtemps. Et puis enfin, il s'agit de rassurer les cheminots sur leur avenir en préparant un cadre social protecteur et équitable pour tous les salariés du secteur. Il faut reconnaître à Bertrand Pancher le mérite d'avoir calmé le débat dans cette séance de questions au gouvernement qui avait commencé sur les chapeaux de roue sur la question de la grève. Bertrand Pancher qui a ramené un peu le calme dans l'hémicycle et qui a permis à Elisabeth Borne de préciser sa stratégie ferroviaire. Ça fait du bien au débat parlementaire quand on pose les choses plutôt que de se gueuler dessus. La parole est à monsieur Julien Borowczyk.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Madame la Ministre, en France, il est dit que 1% de la population est atteinte de troubles autistiques, 5% de troubles neurodéveloppementaux. Ces chiffres impressionnent. Par ailleurs, il faut aujourd'hui 446 jours entre le moment où une demande de diagnostic est faite et le moment où le centre autisme délivre sa réponse. Or, tout le monde sait pourtant que la prise en charge et le repérage précoce sont essentiels pour l'enfant afin d'éviter tout surhandicap et pour lui offrir la chance d'un meilleur développement. Madame la Ministre, hier se déroulait la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et si nous portons tous ce ruban bleu aujourd'hui dans l'hémicycle, c'est pour rendre hommage aux personnes autistes ainsi qu'à leurs familles. Julien Borowczyk qui déclenche une salve d'applaudissements en soutien aux familles d'enfants autistes et qui apporte la question dans l'hémicycle. C'est rare qu'on parle de handicap dans l'hémicycle, c'est d'autant plus rare qu'on parle d'autisme. Les personnes sont importantes. Julien Borowczyk, oui c'est ça, il est médecin généraliste et il est président de la commission d'enquête sur les maladies et les pathologies professionnelles. J'ai amélioré la formation des soignants afin d'assurer un dépistage précoce des troubles autistiques. Cette nouvelle stratégie doit également se donner les moyens d'une démarche inclusive dès le plus jeune âge grâce à un accompagnement individuel renforcé. Enfin, cette nouvelle stratégie devra plus que jamais placer la personne atteinte d'autisme et sa famille au cœur d'un dispositif afin de garantir un parcours personnalisé. Ma question, Madame la Ministre, sera la suivante. Pouvez-vous nous donner les lignes directrices de la nouvelle stratégie que vous souhaitez développer dans le cadre de la prise en charge et du repérage des troubles autistiques dès le plus jeune âge? Je vous remercie. Et Julien Borowczyk, donc, d'offrir l'opportunité au gouvernement de préciser sa stratégie sur la question de l'autisme. On écoute donc Sophie Cluzel, Mesdames et Messieurs les députés, qui parle rarement dans le cadre des QAG. C'est un fait. Les délais d'attente pour un diagnostic sont inadmissibles, 446 jours. Alors même que nous savons combien les interventions précoces permettent d'infléchir favorablement les cours des vies des enfants autistes et de leurs familles. C'est d'autant plus inadmissible qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un dispositif stabilisé pour mettre en œuvre ces interventions précoces. Les médecins, les pédiatres doivent pouvoir se réapproprier le repérage. Pour cela, il faut s'engager résolument dans la formation initiale et continue. Mais pas seulement. Il faut doter les professionnels des outils nécessaires. Nous devons nous appuyer sur les outils de prévention, notamment ceux qui viennent d'être rendus publics dans le cadre du plan national de santé publique par Agnès Buzyn. Trop souvent, les signes d'alerte sont ignorés ou minimisés. Ils doivent être pris au sérieux. C'est tout le sens de parler justement des troubles du neurodéveloppement pour améliorer la situation du plus grand nombre d'enfants. Enfin, vous savez que la place de ces enfants est à l'école de la République. À 3 ans, âge de l'école maternelle, ils doivent avoir été repérés, accompagnés, ils doivent rentrer à l'école et ils doivent rentrer à l'école par la même porte que tous les enfants de la République. Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées qui plaide pour l'inclusion des enfants handicapés dans l'école. Sophie Cluzel, elle connaît très bien ce sujet. Malheureusement, elle est elle-même la maman d'une petite fille atteinte de trisomie 21. Donc quand elle dit que les délais de prise en charge, etc. et les familles sont pas assez accompagnées, à mon avis, elle sait ce que c'est, Sophie Cluzel. Changer de paradigme dans l'organisation générale de nos services pour servir cette ambition. N'oublions pas que l'ampleur des besoins peut être très variable selon les enfants. Il faudra donc mettre en œuvre des réponses et des accompagnements aussi intenses que nécessaires en appui aux équipes pédagogiques au sein de l'école. Enfin, vous l'aurez compris, les personnes et les familles sont le fil rouge de cette stratégie. Il est temps de leur faire confiance. Quand elles donnent l'alerte, pour co-construire les réponses à apporter, à chaque étape, il faudra les soutenir et les accompagner. C'est toute l'ampleur de l'ambition qui sera révélée par le Premier ministre le 6 avril prochain. Bon, le 6 avril prochain, on aura des annonces plus complètes sur la question du handicap. Roussel. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre des Comptes publics. Monsieur le ministre, la colère monte de partout dans notre pays. Les cheminots, les salariés de Carrefour, d'Air France, d'EDF, de la métallurgie, les éboueurs, les étudiants, les retraités, les infirmières, les enseignants, les agriculteurs, les avocats. Cette France qui travaille, elle souffre et elle gronde, car vous lui demandez encore et toujours plus d'efforts et de sacrifices. Et quand bien même vous donnez 1 euro d'un côté, vous en prenez 2 de l'autre. Et en face, que voit-on ? L'arrogance des plus fortunés, et notamment ceux dont les noms sont mêlés encore à des scandales de fraude fiscale, comme Bernard Arnault et François Pinault.
Cette fraude-là coûte au budget de l'État 60 à 80 milliards d'euros tous les ans. Fabien Roussel qui nomme directement des grandes fortunes françaises qu'il accuse de fraude fiscale. Au lieu de casser nos services publics, attaquez-vous à ce fléau. Vous avez présenté une loi contre la fraude fiscale. Mais en l'état, votre proposition de reprendre la liste européenne des paradis fiscaux, où ne figurent que 9 pays et pas les principaux, est un pétard mouillé. Surtout si les délinquants en col blanc se savent encore protégés par le fameux verrou de Bercy. Comment peut-on encore accepter qu'ils nous volent des millions d'euros et n'aillent jamais en prison ? Le verrou de Bercy, je le rappelle, c'est le dispositif spécifique sur la fiscalité qui fait que seule l'administration fiscale peut déclencher des poursuites juridiques contre des fraudeurs fiscaux, sauf cas de Roussel, mais c'est spécifique. Et donc Fabien Roussel, qui pose une question au gouvernement, Fabien Roussel, il était journaliste par le passé, il pose une question au gouvernement sur la fraude fiscale en dénonçant le manque d'ambition du gouvernement, notamment sur la question de la liste des paradis fiscaux, la fameuse liste européenne dont on a parlé tout à l'heure, et le maintien du verrou de Bercy qui, selon lui, empêche l'État d'être efficace dans la lutte contre la fraude fiscale. La parole est à monsieur Gérald Darmanin. Et donc c'est à nouveau Gérald Darmanin qui va reprendre la parole sur ce même sujet, mais cette fois-ci en répondant à une question un petit peu plus musclée. Les députés, monsieur le député Roussel, vous voyez, monsieur le député, c'est l'inconvénient d'écrire son intervention avant l'audition de ce matin et avant la réponse tout à l'heure que j'ai pu apporter à monsieur le député. Monsieur le député Roussel, vous savez très bien que le projet de loi de lutte contre la fraude fiscale que présente le gouvernement, même s'il est bien évidemment perfectible, notamment par l'apport du Sénat et de l'Assemblée nationale, est un projet de loi de lutte pour récupérer l'argent qui justement doit être dans les caisses de l'État. Vous avez tout à fait raison, monsieur le député, cet argent manque aux caisses de l'État. Ne serait-ce que l'année dernière, 20 milliards de redressement et de rectification fiscale ont été opérés par mon administration, seulement 12 ont été recouvrés. Quand bien même il n'y aurait que 20 milliards de fraude, et je suis d'accord avec vous, il y en a sans doute plus. Peut-être pas le montant que vous évoquez, mais il y en a sans doute plus. Alors il faudrait déjà travailler par des motifs juridiques supplémentaires et des moyens supplémentaires à recouvrer cette fraude. Croyez bien, monsieur le député, qu'aucune personne qui serait coupable de fraude fiscale ne passe à travers les mailles du filet. En revanche, il est tout à fait certain que l'administration fiscale, il lui manque des éléments juridiques, techniques pour recouvrer cette fraude. C'est pour cela que nous présentons la police fiscale. C'est un fait complémentaire de la police qui existe en charge auprès du ministre de l'Intérieur pour pouvoir donner des moyens de félature, des moyens de suite, des moyens d'interception des données pour pouvoir caractériser la fraude. Ce matin, il me semble avoir été le premier des ministres des comptes publics à proposer de rendre public et que ce soit le Parlement qui détienne les clés du verrou pour que les critères soient établis non pas par le ministre, non pas par l'administration, mais par l'Assemblée nationale et par le Sénat. C'est une avancée toute profonde et je crois ce matin, monsieur le député, que vous avez été le premier à saluer, tout en demandant bien sûr des efforts supplémentaires. Et puis troisièmement, monsieur le député, j'ai moi-même dit avec monsieur le ministre de l'économie et des finances que nous lutterons très fortement contre les paradis fiscaux, où est-ce qu'ils se trouvent, en Europe et ailleurs. Monsieur le ministre. Gérald Darmanin, donc, qui explique en gros que son projet de loi qu'il a présenté répond aux attentes du député, même si c'est perfectible, comme il l'a dit. Donc en gros, il laisse la porte ouverte à la négociation parlementaire. Monsieur Jacques Mézard. 143 000, c'est le nombre de personnes dormant en France dans des centres d'hébergement, hôtels, pensions ou dans la rue. Ce nombre montre qu'en dépit du travail engagé, nos politiques pour lutter contre le sans-abrisme ont été un échec. La politique dite du logement d'abord va permettre, j'en suis sûr, de lutter enfin efficacement contre le sans-abrisme en France. Vendredi dernier, à Montpellier, vous avez annoncé le nom des territoires retenus pour la mise en œuvre accélérée du dispositif Le Logement d'abord. 24 choisis au lieu des 15 initialement prévus. De surcroît, ce sont aussi 5 000 places d'hébergement qui vont être pérennisées dans le cadre de la fin de la trêve hivernale. Jamais un gouvernement n'a mis autant de moyens et de volonté pour lutter contre le sans-abrisme. Nonobstant ces efforts, cette politique de logement d'abord mettra des mois à se mettre en place. Vas-y mollo quand même. Et pour les sans-abri, le temps est long. Revenir dans la société après de multiples cassures est un parcours interminable. Comme pour Dimitri, qui a attendu 3 semaines pour enfin obtenir une domiciliation. Comme pour Coralie, qui ne veut plus se rendre au centre d'hébergement par peur de violence.
Le sans-abrisme, oui, je crois que c'est un terme qui existe et qui est y compris utilisé par les associations qui luttent contre le sans-abrisme. Enfin, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est un mot qui est notre devoir est de cesser de les ignorer. Couramment usagé. Notre responsabilité est de les accompagner. Monsieur le ministre, pouvons-nous généraliser certaines initiatives, comme le coffre-fort numérique, les casiers individuels, l'accueil des chiens, et envisager d'accélérer les procédures pour l'obtention d'une carte d'identité et d'une domiciliation? Merci. Nicolas Desmoulins, donc, qui pose la question sur la question de l'hébergement des sans-abri, sachant que, je le rappelle, c'était le 31 mars, il y a seulement 3 jours, que vient de prendre fin la trêve hivernale. Merci Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, on écoute Julien Denormandie sur ce que fait le gouvernement pour lutter contre le sans-abrisme. Je connais votre engagement pour lutter contre le sans-abrisme. Nous étions ensemble avec Jacques Mézard à Montpellier il y a quelques jours. Je vais être très clair avec vous, et je pense que le sujet est suffisamment important pour qu'il n'y ait pas de débat politicien dessus. Je vais être très clair avec vous. Personne n'est à la rue par choix. La rue, elle tue. Et aujourd'hui, toute personne restant à la rue est un échec collégial, un échec de l'ensemble de la collectivité. Alors la question fondamentale, c'est qu'est-ce que nous faisons? Nous agissons sur 2 points. D'abord, il y a l'urgence. Et effectivement, aucun gouvernement n'a jamais autant fait pendant la période hivernale, avec 3 crises de très grand froid, pour pouvoir ouvrir plus de 13 000 places d'urgence et apporter à ceux qui en ont le plus besoin un abri. Nous allons pérenniser un certain nombre de places. C'est 5 000 places que nous allons pérenniser. Au final, le dispositif d'hébergement d'urgence, ce sera 135 000 places. Mais 135 000 places, c'est l'équivalent de la population d'une ville comme Clermont-Ferrand. C'est pour dire à quel point, à la fois, l'effort que nous portons, mais également les drames que nous vivons au jour le jour et pour lesquels nous devons apporter des solutions. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il faut prendre le problème à la racine. Depuis des années, on se satisfait d'une situation où on laisse des gens pendant 2 ans, 3 ans, voire 10 ans dans des centres d'hébergement, dans des hôtels, sans aucun accompagnement. Eh bien, le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République ont fixé des objectifs très clairs, très forts pour une vraie politique du logement d'abord. C'est 30% de plus de personnes de plus qui sortiront de l'hébergement d'urgence pour avoir un vrai logement. Parce que avoir un abri, c'est bien, avoir une adresse, comme vous l'avez mentionné, c'est beaucoup mieux lorsqu'il s'agit de se réinsérer dans la collectivité. Au final, la grandeur d'une république, moi je le crois profondément, se mesure au soutien qu'elle peut apporter aux plus fragiles. Nous y sommes. Julien Denormandie, qui est dans son rôle de membre du gouvernement, qui donc met en avant l'effort sans précédent, selon lui, du gouvernement pour lutter contre le sans-abrisme. On écoute François Ruffin, le député de la France Insoumise. Vous connaissez la blague de Coluche? Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Et il poursuivait, eh bien voilà, on a laissé la SNCF à des technocrates. C'était une superbe entreprise, ils nous l'ont bousillée. Madame Borne, en 1997, vous étiez à Matignon. Vous étiez conseillère en charge des transports auprès du Premier ministre. Avec ardeur, vous avez alors appliqué et surappliqué la directive européenne. Vous avez séparé le rail du réseau. Quel résultat a apporté cette réforme qui est un peu la vôtre? Une catastrophe bureaucratique d'abord. Une entreprise désorganisée, à tel point qu'en 2014, une autre réforme est revenue en arrière et a de nouveau réuni RFF et la SNCF. Surtout, le fret ferroviaire s'est cassé la figure. En 20 ans, le transport de marchandises par rail a été divisé par 2, la route écrase tout, et tant pis pour les gaz à effet de serre. Enfin, la dette de SNCF Réseau, elle, a plus que doublé. Voilà votre bilan. Malgré cet échec, que proposez-vous aujourd'hui? On prend les mêmes remèdes et on recommence, cette fois pour les voyageurs. Ce week-end, j'ai lu votre texte de loi. Il contient 86 fois le mot concurrence. 86 fois. Mais 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot climat, 0 fois le mot biodiversité. C'est dire le vide de votre projet pour notre pays. Un dogme rabâché, concurrence, 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 mais sans vision, sans bonheur commun, sans avenir ensemble. Après une visite à la Commission européenne, un agriculteur me confiait « Ce sont les petits soldats de Milton Friedman. Vous êtes, vous, les ventriloques de Bruxelles,
Vous répétez après eux, concurrents. Ah, les ventriloques de Bruxelles, François Ruffin, qui, le député de la France Insoumise, que je ne présente même pas, figure de proue de Nuit debout, vous le savez, il est réalisateur, reporter, journaliste. François Ruffin qui porte l'accusation face à Elisabeth Borne, qui rappelle qu'Elisabeth Borne a été conseillère à Matignon en charge de ce dossier-là il y a un bout de temps maintenant. Il dit donc qu'elle est responsable et il accuse Elisabeth Borne d'être la simple porte-parole de Bruxelles. C'est la faute à Bruxelles si la SNCF est toute cassée. Alors je vous remercie de souligner que je connais le secteur ferroviaire et c'est bien pour cela que je suis fier de porter cette réforme. Elisabeth Borne qui retourne l'argument. Ferroviaire dans l'intérêt de la SNCF et dans l'intérêt des cheminots. Mais, et même si cela vous contrarie, aujourd'hui je pense d'abord aux usagers qui ont galéré ce matin et qui galéreront à nouveau ce soir. Et qui peut comprendre que certains syndicats persistent à s'engager dans un conflit long et pénalisant, alors que nous sommes à mi-chemin de la concertation, alors que le débat parlementaire démarre tout à l'heure en commission, alors que j'ai présenté des amendements suite à la concertation sur la concurrence, en prenant en compte les propositions des syndicats qui ne sont pas restés dans des positions de principe. Par exemple, en privilégiant un transfert sur la base du volontariat. Alors je vous le dis clairement, personne n'est dupe. Certains sont dans l'amalgame, peut-être même dans la revanche de l'élection présidentielle. Et ça n'est pas rendre Elisabeth Borne qui décide là aussi d'attaquer et de s'en prendre à François Ruffin en lui faisant remarquer que c'est Emmanuel Macron qui a gagné l'élection présidentielle et pas Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça qu'elle parle de revanche de l'élection présidentielle. Et des caricatures. En gros, elle répond à François Ruffin la même chose que François Ruffin lui disait en disant c'est vous qui idéologisez la réforme de la SNCF, ben non, c'est vous qui idéologisez le débat alors que nous on fait du pragmatisme. L'objectif du gouvernement est simple, c'est de répondre aux attentes des Français qui veulent un meilleur service public ferroviaire. Merci, madame. Elisabeth Borne qui a rappelé dans sa réponse que c'est cet après-midi que commencera la discussion en commission des amendements déposés par le gouvernement. Merci. Mansour Kamardine, on l'écoute. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne sa politique étrangère. Alors que la lutte contre l'immigration clandestine est un échec à Mayotte, du fait du refus des autorités comoriennes d'accéder, ce qui est un comble, l'admission de leurs propres ressortissants sur leur territoire, l'action diplomatique de France vis-à-vis des Comores est interrogée. En effet, la diplomatie française met de nouveau sur le tapis cette vieille idée de communauté de l'archipel des Comores, dans laquelle serait incluse Mayotte et son corollaire, la feuille de route vers la libre circulation des habitants entre les différentes îles. La substitution de population qui conduit les Mahorais à être déjà minoritaires aujourd'hui dans le 101e département français du fait d'une politique de lutte contre l'immigration volontairement inefficace depuis 2012 ne peut que s'aggraver avec la libre circulation entre les îles. La mise en place d'une communauté de l'archipel revient donc de fait à donner Mayotte en viager aux Comores et à noyer une partie de la communauté nationale dans la population d'une puissance étrangère. C'est inacceptable. Mayotte n'est pas un lopin de terre qu'on peut céder pour 1000 piastres. Les Français de Mayotte ne sont pas des bestiaux qu'on abandonne à une puissance étrangère par faiblesse diplomatique. Mansour Kamardine, le député de Mayotte qui s'en prend vertement au gouvernement et à sa politique vis-à-vis de Mayotte, il s'en prend à la volonté de création d'une communauté des Comores. Un émissaire discuter de la feuille de route vers la libre circulation des populations entre les îles dans les prochains jours, je vous demande de vous résoudre à une action diplomatique ferme plutôt qu'à des échanges de salon. La France est une grande puissance. Elle ne saurait s'abaisser à négocier de fait une cession du territoire national et sa population sans coup férir. Tous les leviers diplomatiques doivent être activés pour ramener ce pays ami à la raison. C'est d'une simplicité infantile, il suffit d'en avoir la volonté. Mansour Kamardine qui a le verbe haut lorsqu'il s'agit de s'en prendre à la politique du gouvernement. Il a le mérite d'être très très clair dans sa question. Mansour Kamardine, c'est un député de Mayotte qui a obtenu la fin de la polygamie à Mayotte. C'était en 2003. Merci, monsieur le député. Et il s'en prend vertement au gouvernement en disant que le gouvernement n'est ni plus ni moins qu'en train de céder une partie de la population du territoire national à un autre pays étranger, les Comores. Nous avons parlé à plusieurs reprises de tout cela. Vous savez, nous savons que la France et les Comores sont unis par des relations anciennes, historiques, géographiques, la francophonie, les liens personnels. Tout cela fait un lien et une relation que vous savez particulière.
La crise qui vient de se produire à Mayotte a eu des répercussions sur cette relation spécifique. Elle a engendré des crispations et en particulier, elle a engendré une décision malheureuse des Comores à laquelle vous faisiez référence, s'agissant de la reconduite des Comoriens en situation irrégulière à Mayotte. Et la France déplore la mise en œuvre récente des mesures qui ont été notifiées aux compagnies aériennes et maritimes interdisant le retour de Mayotte vers les Comores des ressortissants comoriens, y compris ceux qui souhaitent rentrer. Ceci étant, nous voulons poursuivre sans relâche, avec détermination, le dialogue avec les autorités comoriennes, un dialogue qui est à la fois empreint de fermeté et de confiance. Mais, monsieur le député, vous le savez, et ne vous cachez pas derrière des propos de tribune, nous ne transigerons jamais sur la souveraineté de la France sur le département de Mayotte. Et vous le savez très bien. Et nous ne transigerons jamais sur la sécurité de tous ceux qui vivent à Mayotte. Alors la crise actuelle doit permettre de faire progresser la relation franco-comorienne en prenant en compte les intérêts bien compris des Comores et de la France, et dans les intérêts de la France, ceux de Mayotte. Voilà quelle est la ligne, voilà quelle est la base sur laquelle j'aurai des discussions bientôt avec mon collègue M. Souef, ministre des Affaires étrangères des Comores. Et toute autre interprétation ou toute autre hypothèse est nulle et non avenue, monsieur le député. Merci, monsieur Jean-Yves Le Drian, qui a souhaité être très clair, bien que diplomate, dans sa réponse au député de Mayotte, en lui disant que la ligne de la France n'avait pas bougé d'un iota. Et non, il ne s'agit pas de céder des lopins de terre et des populations à une puissance étrangère. Solidaire, et j'y associe mon collègue Jean-Luc Fugy. Monsieur le ministre, en juillet dernier, le Conseil d'État a sommé le gouvernement de transmettre avant le 31 mars les feuilles de route de son plan d'action contre la pollution de l'air et de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines sous les valeurs limites fixées par l'Union européenne. En France, ces polluants seraient responsables de 48 000 morts prématurées chaque année. Et combien de milliers de nos concitoyens dont la vie quotidienne est affectée par des pathologies respiratoires aiguës ou chroniques et autres maladies cardiovasculaires? Le bilan sanitaire est catastrophique, le bilan financier l'est également. Selon un rapport du Sénat publié à l'été 2015, la pollution atmosphérique coûterait chaque année près de 100 milliards d'euros à l'État. Alors réagir au pic de pollution ne suffit pas et nous devons tous, citoyens, collectivités, entreprises, réfléchir à comment nos pratiques et au quotidien prendre notre part à la réduction de la pollution et à l'amélioration de la qualité de l'air que nous respirons. Vous avez, monsieur le ministre, ainsi que l'ensemble du gouvernement, entrepris ces derniers mois des réformes de fond, tant sur le front de la mobilité et des transports que de la transition agricole, de l'habitat et des politiques énergétiques. Pouvez-vous nous détailler les mesures concrètes et avancées obtenues dans le cadre de ces feuilles de route et votre plan d'action visant à garantir... Ces députés de la société civile ont des métiers tellement variés et une mixité sociale incroyable. Bérangère Abba, en l'occurrence, elle est responsable dans un magasin de lingerie. J'en profite pour vous adresser une... Qu'est-ce que tu veux comme plus société civile que ça? Au cœur du futur parc national... Enfin, je la défends pas en particulier, mais tu vois, là, ta réflexion, c'est con, elle tombe vraiment à côté. Qui s'affiche d'ailleurs en ce moment dans les couloirs du métro parisien sous le slogan « Respirer, inspirer ». Je vous remercie. Bérangère Abba, en tout cas, qui attire l'attention du gouvernement sur la qualité de l'air. C'est un vrai sujet. Et c'est Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, qui va lui répondre. Comment est-ce que le gouvernement aide à améliorer la qualité de l'air que nous respirons? Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Abba. Vous évoquez, comme vous l'avez bien rappelé, un sujet de santé publique qui exige d'abord une mobilisation générale, c'est-à-dire qu'à chaque niveau territorial, chacun prend ses responsabilités et un changement d'état d'esprit. Reconnaissons que malgré l'amélioration progressive depuis quelques décennies, la situation dans 14 territoires n'est pas encore satisfaisante et la Commission européenne et le Conseil d'État nous l'a rappelé évidemment encore récemment et vous venez de le faire. On a entamé déjà quand même de nombreuses actions, notamment en donnant des signaux clairs en ce qui concerne notamment l'usage de la voiture, avec notamment la fin progressive de l'avantage fiscal. Charles Maurice, arrête de dire. Mais parce que ces mesures ne doivent en aucun cas, si tant est que cela soit possible, mais ça l'est, pénaliser les Français, notamment ceux qui sont dans des situations de précarité. Le gouvernement agit en incitant les Français à se débarrasser de leurs vieux véhicules, notamment avec la prime à la conversion. Ce dispositif fonctionne, il est plébiscité, mais d'ailleurs j'invite chacune et chacun d'entre vous à en assurer la promotion parce qu'il n'est pas encore totalement utilisé. Mais on doit aller plus loin,
car la lutte contre la pollution de l'air ne se réduit pas évidemment à changer de voiture. Pour réussir à revenir avant 2020 à une situation acceptable, on a besoin des collectivités pour inventer la ville et la mobilité de demain. Je note, et je m'en réjouis, une mobilisation sans précédent des élus locaux qui ont largement contribué à préparer les feuilles de route qui seront rendues publiques dans les prochains jours, et vous aurez réponse dans le détail aux questions que vous avez posées. Les 6 mois qui se sont écoulés ont permis d'identifier les mesures nécessaires sur le plan local, mais aussi les demandes d'évolution législative et réglementaire sur le plan national. Voilà, la loi d'orientation des mobilités va nous permettre d'aller plus loin. Je souhaite notamment qu'on encourage les mobilités douces et notamment l'usage du vélo, sur lequel notre pays, constatons-le, a beaucoup de retard. Et j'aurai donc prochainement l'occasion de préciser certaines de ces mesures essentielles pour que chacun puisse... Non mais moi je trouve ça vachement intéressant parce que vous voyez Nicolas Hulot qui parle du sujet de l'amélioration de la qualité de l'air et qui dit que le gouvernement mobilisera les collectivités locales pour que les collectivités locales participent à l'amélioration de la qualité de l'air, etc. C'est un discours, c'est des mots qui sont très gouvernementaux et très dispositifs, etc. Mais quand vous regardez à côté le débat sur les voies sur berge à Paris et sur le plan vélo d'Hidalgo, en fait c'est exactement le même débat, on parle de la même chose. Et donc moi je trouve, enfin bref, moi ça me fait marrer de voir qu'à l'Assemblée nationale, en fait, on aborde des sujets avec des mots très technocratiques qui sont en fait des sujets hyper pratiques dans les centres-villes, dans les villes, etc. Bref, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Avant de la débriefer avec vous, je tiens à remercier du fond du cœur les bénévoles qui ont préparé cette émission. Merci aux contributeurs, donc merci à Charles, merci à Adrien, merci Amy, merci à Raphaël, merci Samuel de vous être mobilisés pour préparer cette émission. J'espère que cette séance vous a plu. J'ai trouvé ça... j'ai trouvé que c'est une séance assez chargée aujourd'hui. Chargée, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a commencé de manière très tendue sur le sujet du jour. C'est quand même la grève, la grogne dans la SNCF, la mobilisation des cheminots qui perturbe considérablement le réseau. Et ça a commencé par des échanges de colibets entre les députés, entre certains députés d'opposition et le gouvernement sur la question de la perturbation, de à qui la faute, de la perturbation du réseau. Ça a commencé évidemment par une réponse du Premier ministre qui a tenu à rappeler les engagements du gouvernement. Et ensuite Elisabeth Borne qui a attaqué directement sur les usagers victimes des méchants CGTistes qui font la grève. Ça a provoqué beaucoup de remous dans l'hémicycle, mais le débat a fini par se rasséréner un peu plus tard sur ce même sujet, et on a eu l'occasion d'entendre à la fois la ministre des Transports Elisabeth Borne préciser la volonté du gouvernement et sa méthode dans cette réforme du rail, et on a aussi pu entendre des députés de la majorité et de l'opposition expliquer ce qu'ils pensaient de ces réformes en bien ou en mal. Il y a eu une phrase qui a mis le feu aux poudres, c'est les Français assignés à résidence. Les Français assignés à résidence, qui est une phrase qui a été prononcée par la députée Rossi, qui en fait est une paraphrase des députés pris en otage. Elle n'a pas prononcé le mot prise d'otage, mais tout le monde pensait à ça. Évidemment, sémantiquement, c'est un débat très tendu autour de la SNCF et de la grève. Donc voilà, en tout cas, Elisabeth Borne, elle n'a pas hésité. Elisabeth Borne qu'on a vu dans plusieurs modes aujourd'hui. Hein. On l'a vu en mode très agressive, très vindicative sur les grévistes, dans la défense des usagers contre les méchants grévistes, mais on l'a aussi vu beaucoup plus pédagogue et beaucoup plus calme et pédagogue sur la réforme du gouvernement, sur ce que le gouvernement était prêt à mettre en place comme concertation et comme mesure pour calmer tout le monde et aller dans le sens du rail. Donc voilà, une séance quand même très intéressante sur ce sujet-là. On a entendu notamment, moi je trouve que c'est toujours intéressant quand les séances nous permettent d'entendre sur un même sujet des députés qui parlent de différents endroits. On a entendu François Ruffin, on a entendu les Républicains, on a entendu En Marche, on a entendu le Modem, on a entendu les socialistes. Franchement, on a entendu à peu près tout le monde sur la question de la réforme de la SNCF. Donc c'était intéressant comme séance pour cette raison-là. On a aussi parlé de sujets plus rares. On a parlé notamment de l'autisme suite à la journée mondiale de l'autisme. C'est pour ça que les députés portaient ce petit ruban bleu sur le revers de leur veste. De quoi qu'on a parlé d'autre? On a parlé de Mayotte et ça c'était cool. Enfin c'était cool. Pas cool pour être cool, c'est juste que c'est toujours intéressant quand on parle du sujet de Mayotte et des Comores avec Jean-Yves Le Drian qui a pu rappeler qu'il aura bientôt une discussion à ce sujet avec le ministre des Affaires étrangères des Comores. On a parlé de la ruralité avec Julien Aubert, c'était intéressant. On a parlé... du verrou de Bercy. Du verrou de Bercy, ouais, j'y pensais, Darmanin, la lutte contre la fraude fiscale, avec la présentation la semaine dernière du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Là, pareil, c'était intéressant parce qu'on a entendu un député de la majorité se féliciter de ces efforts du gouvernement dans la lutte contre la fraude fiscale, et on a entendu un député de l'opposition, en l'occurrence un député communiste, s'en prendre au gouvernement en disant que le gouvernement manquait quand même sincèrement d'ambition. Donc voilà, là aussi on a entendu le pour, le contre. Et j'espère que vous avez bien noté tout ça.
Le titre du replay SNCF autiste. Non. Non. On va pas faire des jeux de mots avec l'autisme, c'est pas le genre de truc à faire quand on parle d'un sujet aussi difficile et sérieux. Mais on trouvera des jeux de mots, hein. Faites-nous confiance pour avoir des titres de replay toujours à la hauteur de vos attentes. Laissez la régie faire son travail. Laissez la régie faire son travail. Nous sommes des professionnels. De la boutade. De la boutade. Pas de mention de l'éruption du piton de la Fournaise qui va encore couper une route du littoral réunionnais. Ils ne font rien contre la terre qui vomit son sang sans arrêt. Ah ouais, il y a eu une éruption du piton de la Fournaise? Ouais, il est rentré en éruption hier. Ah ouais? Ou aujourd'hui, je sais plus. Ah merde. Eh ben effectivement, on aurait pu en parler. C'est régulier. Hein. On aurait pu en parler. On a aussi parlé de ce truc qu'on avait complètement oublié dans l'introduction de l'émission, mais c'est la démission de Gatignon, mine de rien. C'est Christophe Gatignon, le maire de Sevran, 17 ans maire de Sevran, et qui démissionne. Tu en as parlé dans l'intro. J'en ai pas parlé dans l'intro. Tu en as parlé dans l'intro. T'es sûr? Oui. Et d'ailleurs, les collègues présents ici confirment. Je suis un meilleur streamer que ce que je pensais. On t'écoute plus que tu ne le pensais aussi. Ça doit être ça. Non, mais c'est un mine de rien, c'est pas rien. Hein. C'est quand même un maire emblématique d'une ville de banlieue, Sevran en l'occurrence, qui démissionne pour protester contre le manque de moyens, contre le manque d'investissement politique du gouvernement envers la politique de la ville et les villes de banlieue. Donc, c'est Stéphane Gatignon. Stéphane Gatignon. Merci Pouzou. Merci beaucoup Pouzou. Et donc on en a parlé en parlant de la politique de la ville et en parlant de la politique du gouvernement. On a aussi parlé du sans-abrisme, qui d'ailleurs est un néologisme qui a eu l'air de vous faire réagir dans le chat. Moi c'est un mot que j'ai déjà entendu plusieurs fois, hein, ça me choque pas plus que ça. Bon, ça fait un peu néologisme Startup Nation pour un sujet qui est quand même très grave, mais pour moi c'est un mot qui est autant utilisé par les associatifs que par le gouvernement. Il n'y a pas de... Enfin je sais pas, ou alors c'est que moi qui bug. Moi ça me va sans abrisme. En fait c'est la traduction de l'anglais homelessness. Homelessness, ouais. Non mais en fait, littérale, en fait. Je sais pas. Peut-être qu'on s'en fout un peu en fait du mot qu'on utilise. L'important c'est qu'on voit tous de quoi on parle. Quand même. J'avais jamais entendu perso. Bon. Bah moi non plus. T'avais jamais entendu? Non, je sais pas. Moi c'est un truc que j'ai l'impression de déjà avoir entendu à plusieurs reprises par le passé. Donc bon. Non mais sinon je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, le sans-abrisme, le mal logement, ça désigne pas tout à fait la même chose. Je veux dire, les gens à la rue, c'est des gens plus mal logés que mal logés. Je sais pas. Non, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a un autre mot qui désigne mieux le sujet. Le halarusme. On peut parler du halarusme. À mon avis, ça désigne encore mieux le sujet. T'as raison, Louis. Ou le SDFisme. Ou le SDFisme. Alors là, dans le genre néologisme... Je te trouve détouré de manière plus floue que d'habitude, Jean. Ça, c'est pas de ma faute, c'est Sylvain qui a fait le point de la caméra, il l'a mal fait. Ah non, c'est bon, c'est mieux. Les sans-domicile, ouais, le sans-logisme. Est-ce que là, il est mieux détouré, Jean? Ah ouais, ah putain, c'est vachement plus clair. Vachement plus net, c'est mieux. Eh, c'est une émission de radio, c'est bien. C'est bien la radio aussi. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séance? Est-ce qu'elle vous a satisfaite? Est-ce qu'elle vous a rasséréné? Est-ce que vous en avez eu pour votre argent? Vous qui n'avez rien payé? Non, plus sérieusement, est-ce que vous avez trouvé que les députés ont abordé les sujets d'actualité qui vous concernent, qui vous intéressent? Est-ce que vous avez trouvé que le gouvernement a répondu, pas forcément qu'il a apporté les réponses que vous attendiez, mais au moins qu'il a abordé les sujets que vous vouliez le voir aborder? Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas satisfait, qu'il y a une séance demain, à nouveau, donc ce sera peut-être l'occasion d'aborder d'autres sujets. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance de questions au gouvernement, qui a été tantôt houleuse, tantôt beaucoup plus calme, mais il a manqué des questions sur le secret des affaires. C'est vrai, c'est vrai qu'on aurait pu en parler du secret des affaires qui fait beaucoup réagir. J'attends que YouTube laisse un pouce bleu parce que c'est important. Oui, tu as raison, Fusion, de le rappeler, YouTube laisse un pouce bleu. Comme souvent, ça manque vraiment niveau environnement, mais sinon le reste était ok, enfin prévisible. D'accord. Bon, on a quand même parlé de la qualité de l'air, mais ok. Non, le gouvernement est une bande de cornichons despotistes dijonnais. Tout à fait. Conseil des ministres demain? Oui, demain Conseil des ministres, on prend l'antenne à 13 h pour commenter ensemble la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres, et je me demande si c'est à ce moment-là qu'on aura plus de précisions sur les contours de la réforme institutionnelle, on verra. Normalement non. Les présentations de la réforme constitutionnelle au Conseil des ministres, c'est fin avril,
Édouard Philippe va présenter le projet cette semaine, certainement demain, mais ça va passer au Conseil d'État avant de passer en Conseil des ministres. D'accord, donc il va. Ok, d'accord. Merci Sylvain pour ces précisions. Je me demandais si on en saurait plus à l'occasion du Conseil des ministres. Donc non, ce sera en avril. Ok, merci beaucoup. Ils en parleront peut-être demain au QSG vu que ça va être présenté demain. Ouais, je sais absolument. pas à quelle heure. Nul quand ça gueule, bien quand c'est calme. Ok, Drac. Je suis arrivé au milieu, mais j'ai l'impression qu'il parle beaucoup de qu'il parle pas beaucoup d'international. Effectivement, l'international, aujourd'hui en tout cas, c'était pas un sujet qui a beaucoup été abordé. Il arrive qu'il y ait des séances de questions au gouvernement où on parle beaucoup plus d'international, notamment quand il s'agit de parler des sujets comme le terrorisme et la lutte contre le terrorisme, on parle d'Europe, etc. Il y a des séances de questions au gouvernement où on parle particulièrement de la Syrie, etc., de la question avec la Russie en ce moment, parce qu'il y a quand même une tension diplomatique avec la Russie non négligeable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'international, on a juste parlé de Mayotte et des Comores, mais rien de plus. Sur la SNCF, c'était beaucoup d'éléments de langage, usagés contre cheminots & co, plus que de vrais arguments. C'est vrai. On a aussi entendu quand même des arguments intéressants de la part de Bertrand Pancher, de la part d'Elisabeth Borne, etc. Bon, après, une séance de questions au gouvernement, c'est malheureusement pas le bon moyen pour aller dans le fond des dossiers, quoi. On est très souvent dans la surface, mais ça, c'est un peu l'exercice qu'il impose, quoi. Les bons éléments de langage sur la SNCF, on va pas se mentir, je trouve aussi que ça parle pas trop international ou avec une sacrée langue de bois. Ouais, alors le problème de l'international, c'est que ce sont des sujets diplomatiques et ça impose un langage spécifique. La diplomatie, vous savez, c'est un art oratoire très particulier. Et vous entendez Jean-Yves Le Drian qui fait très attention aux mots qu'il utilise. Voilà. Et toi, Jean, tu penses avant tout aux usagers? Ah, moi, je pense avant tout aux cheminots usagers. Qui doivent galérer pour aller en manif. Comment ils font? Les cheminots usagers, ils sont pas retraités? Parce qu'ils partent à la retraite super tôt. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on nous a dit dans les médias. Hein. Non, moi, il y a un truc qui m'a fait marrer. C'est un truc que j'ai noté et que je trouvais rigolo. C'est comment dire, François Ruffin, donc dans son argumentaire, mais ça c'est un débat passionnant, l'argumentaire de François Ruffin sur le gouvernement, c'est de dire vous êtes les ventriloques de Bruxelles, et il l'a dit tout à l'heure, vous êtes les ventriloques de Bruxelles, donc en gros le gouvernement français est la marionnette de Bruxelles, c'est Bruxelles qui prend les décisions de privatisation, de casse du service public, et vous ne faites qu'appliquer la politique menée par les méchants oligarques européens. Et bon, donc il a utilisé cet argument-là, très bien, Elisabeth Borne a répondu, etc. Et puis plus tard, il y a une députée En Marche qui a pris la parole pour parler de la lutte pour l'amélioration de la qualité de l'air qu'on respire, et qui, parmi les arguments qu'elle a utilisés, elle a dit qu'il y a quand même des objectifs européens qui sont fixés d'amélioration de la qualité de l'air partout en Europe. Et au moment où elle disait ça, il y avait Bénédicte Taurine derrière, qui est une députée insoumise, qui écoutait d'une oreille distraite sa collègue En Marche parler de ce sujet-là, et qui du coup acquiesçait de la tête en disant ouais, c'est important d'améliorer la qualité de l'air. Et je trouve ça rigolo de voir que l'Europe peut être un argument... Enfin... Voilà, l'Union européenne à géométrie variable, voilà, c'est exactement ce que je cherchais. L'Union européenne, elle est très méchante quand elle demande de casser le service public, mais elle est très gentille quand elle demande d'améliorer la qualité de l'air. Bref, voilà, c'est juste un truc que j'ai noté, je trouvais ça marrant de voir Bénédicte Taurine opiner du chef sur les politiques de Bruxelles quand il s'agit de qualité de l'air. Mais voilà, c'est un vaste débat, hein. C'est un vaste débat qui dépasse très largement la seule question de la SNCF et de la qualité de l'air. Et de la France Insoumise. Et de la France Insoumise, évidemment, la France Insoumise n'est pas du tout... je pointe pas spécifiquement la France Insoumise, c'est juste François de Ruffin qui a utilisé cet argument-là. François Ruffin. J'ai dit quoi? De Ruffin. J'ai encore dit de Ruffin. Putain, ça va pas du tout, faut que j'arrête. Je te propose de mettre un terme à cette émission compte tenu des impératifs horaires qui... C'est vrai qu'on doit y aller avec Sylvain, on a un événement où il faut absolument qu'on soit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, merci de l'avoir regardé, merci de l'avoir partagé, merci d'y avoir participé dans le chat. On se retrouve demain à 13 h pour le commentaire en direct du... Non, on se retrouve ce soir à 21 h pour le FFS qu'on va remporter, je vous le rappelle. Donc soyez là ce soir à 21 h pour gagner le FFS et demain à 13 h pour le Conseil des ministres. Gros bisous, fin d'émission, générique, ciao bye.